Bienvenue dans Laisse-moi kiffer, le podcast du kiff et de la digression, c'est l'épisode 18. C'est faux, c'est l'épisode 19. Avec Kalindi, Mimi et Cédric, qui n'est pas Monsieur Chaussette, non, car Monsieur Chaussette, on le déteste. Et je suis Louise Petrouchka, bienvenue dans ce nouvel épisode de Laisse-moi kiffer, vous êtes les meilleures personnes car vous écoutez le meilleur podcast de l'internet, mais oui, bonjour. Bonjour, une très belle intro. Beaucoup d'opinions dans cette introduction. Ouais, beaucoup. Non ? Si, il y avait de l'opinion, mais de l'opinion bien formée. Oui, bravo. C'est vrai. Comment allez-vous, mes chers compatriotes ? Je suis très contente parce que ça fait 108 ans qu'on n'a pas fait de Laisse-moi kiffer. Tous les 4 avec l'équipe, la Original Team. Donc je suis ravie, même si Cédric est en train de manger dans son micro et que voilà, ça se fait pas. Alors qu'on fait on a tous fait en sorte de pas manger dans notre micro alors que tout le monde a faim sur ce plateau. Exactement, car d'habitude nous enregistrons nos épisodes le jeudi soir, mais le jeudi soir dernier, c'était juste férié, donc du coup on enregistre le vendredi midi. Le 2 novembre, c'est l'anniversaire de Fab Florent. Bon anniversaire Fab Florent. Le plus grand fan du podcast sur toute la France, voire le monde. Alors commençons cet épisode de manière gaie avec les commentaires de nos chères auditrices et auditeurs. Kalindi, c'est pour toi. J'ai dit auditrice et auditeur. Bravo. D'abord, il y a Zelle Pauline qui commentait sur YouTube qu'elle connaissait Gabi, l'amie des tout petits. Merci. Et elle dit big up. Enfin, elle dit ou c'est moi qui ai noté, je ne sais pas. Big up la vieillesse. Est-ce qu'elle l'a dit ou est-ce que c'est Loulou qui le dit ? Je pense que c'est moi qui le dis, désolé. Donc voilà, et en effet, j'ai regardé Gabi, l'amie des tout petits, le générique. Et ça a l'air... C'est rempli de clitorisme. Ah oui, c'est rempli de clitorisme. C'est très années 80 et avec une voix très pénible. Gabi, l'ami des tout petits. J'aime raconter des contes de fées et remuer mon nez pour vous amuser. C'est là que Mimi se rend compte qu'elle a raté un épisode d'enregistrement de Laisse-moi kiffer. Écoute, vous savez que je n'écoute pas Laisse-moi kiffer ni quand j'y suis, ni quand j'y suis pas, parce que quand j'y suis, je connais. Et quand j'y suis pas, j'ai d'autres podcasts de nerds à écouter, donc j'en ai genre 18 en attente, principalement. Donc je n'ai aucune idée de quoi vous parlez, vous pourriez dire n'importe quoi et je ne le saurais pas. Sinon, qu'est-ce qu'il y a ? Écoutez, il y a Unei qui nous a envoyé une musique de bruit de paix jouée à la flûte. Oh, génial ! Que voulez-vous ? J'ai cliqué sur ce truc et c'était un P. Et ensuite, c'est décortiqué en notes. C'est genre, la personne explique, elle fait « Mais si, regardez, c'est face ici, lol, lol. » Face ici doré. Face ici doré. Et donc, du coup, ils disent « Maintenant, on va jouer ce P à la flûte. » Et ils le jouent à la flûte, puis après, ils refont le P. Et je suis là, d'accord. Donc, des gens sont vraiment pris la tête sur les notes d'un P. Mais c'est génial. C'est compliqué. Faudrait qu'on fasse la même chose avec un harmonica. N'hésite pas. Ou un kazoo. C'est l'instrument le plus drôle du monde. C'est vrai que c'est le meilleur instrument. Ou au triangle. Comment fait-on un bruit de paix au triangle ? Je pense que c'est impossible. Ah, sinon, il y a C'est juste Lily qui nous a envoyé une photo des toilettes de la fac de Lille où elle est en cours et où elle dit que elle les aime mais en même temps elle les déteste parce que c'est un mur d'expression et les chiottes, on le sait, souvent c'est des 06, des trucs de t'es une salope et tout. Non, là c'est le mur des spoilers. Donc du coup les gens font spoiler Walking Dead, spoiler Game of Thrones, machin. C'est tellement la meilleure et la pire chose. Oui. Et je pense que c'est à peu près son sentiment à propos de ce mur. Et vraiment, elle a envoyé ça en disant je sais pas quoi penser. D'un côté, je suis contente et en même temps, non. Putain, mais en plus, moi, je pense que je suis psychologiquement incapable de pas lire un truc écrit que j'ai sous le nez. Donc vraiment, j'irais dans ces chiottes, mais genre avec des œillères, tu sais, je regarderais le sol et tout le temps. Ce serait tellement un challenge personnel. Donc voilà, vous nous direz si vous voulez que je poste cette photo des toilettes, puisqu'il y a probablement des spoils de séries que vous regardez. Donc à vous de voir. Vous nous dites, envoyez un mail à spoildeserie@mademoiselle.fr.com. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ah oui, il y a G-Joy qui nous a envoyé « Bonsoir, je suis en train d'écouter l'épisode 17 et dans la série de Ma vie de bolos, le coup du simiste de Kalindi. La dernière fois, tu disais simiste et on a tout à fait toutes compris qu'est-ce que ça peut être simiste. En fait, c'était si plus loin mist le mot en anglais. Et donc, G-Joy nous dit moi aussi, la première fois que je vous ai entendu dire real quick, j'ai googlé Real Quick, R-I-L, et Quick, le mot C-O-U-I-C, quoi. C'est chou. En un seul mot, comme une conne persuadée que c'était une expression parisienne. J'ai envie de l'écrire comme ça maintenant. Real Quick. Car je suis
bretonne. Coucou Mimi. Avant de comprendre que c'était d'anglais, voilà, continuez, vous êtes au top. Donc merci pour ça, m'a fait beaucoup rire Real Quick, écrit comme ça, j'ai trouvé ça trop bien. Je vais en faire un nouveau mot. Écoute, chère bretonne dont j'ai oublié le prénom, si tu vois écrit dans des articles Mademoiselle Real Quick en un mot, tu sauras que c'est grâce à toi. Et à chaque personne qui me dira qu'est-ce que c'est que ce mot, je lui expliquerai car c'est la meilleure chose. C'est très drôle. J'ai hâte que tu le fasses. Ça me rappelle quand j'étais en CP. Non, mais c'est une vraie chose, une vraie histoire. Est-ce que t'étais dans les favelas à Rio Et non, même pas. J'étais bien de la Levallois-Perret. Est-ce que t'étais un peu bourré? Non plus. Non plus, j'étais simplement en cours et il y avait une dictée. Et en fait, la maîtresse a dit « Et les ailes sifflantes du moulin ?» Je m'en souviens toute ma vie. Je me disais « Quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire flante ?» J'avais écrit les ailes si, plus loin flante, en me disant que c'était vraiment un adjectif, tu vois. Non, mais si tu prononces mal ta dictée aussi, c'est ta responsabilité. On est d'accord. T'avais fait une remarque ou pas? Oui, j'avais eu 8 sur 10, un truc comme ça, et j'avais eu la seule, puisqu'à l'époque j'étais déjà très douée pour l'orthographe. Voilà. Ce qui ne surprend personne. Non, personne. Et Signon. Le pire rire. Et pour terminer les commentaires, après on passera au mini-kiff. Il y a Ganchocho qui découvre Laisse-moi kiffer et écoute... Très bon pseudo. Oui, c'est vrai. Et qui écoute bien dans l'ordre, hein, parce que c'est le syndrome de la bonne élève. Et donc, ça date d'il y a longtemps, mais elle en est à l'épisode où on parle des Marseillais. Et du coup, c'est le premier. C'est vieux, non? Tu penses que c'est le premier? C'est dans les premiers, le 1 ou le 2, je crois. Ouais, je pense que c'était vraiment au tout début. Et du coup, qui dit « Sérieux, s'il vous plaît, commentez les Marseillais en direct. Je meurs, ça fait un certain temps que je pense à une chaîne YouTube ou un podcast de cours de féminisme illustrés par les Marseillais. Et figurez-vous que, pas plus tard que la semaine dernière, Kalindi me dit « Mais j'ai une super idée pour les Marseillais, je pourrais faire des articles tel concept féministe expliqué via les Marseillais. » Est-ce que c'est donc pas... les grands esprits. Les grands esprits se rencontrent. Ouais. Ben donc ça arrivera, oui, je pense. Bah maintenant c'est dit au public, donc c'est voilà, acté, hein, t'es obligé de le faire. Oui, je pense que ça va être très drôle parce que oui, en effet, la semaine dernière, et ça fait longtemps que je veux le faire, il y a quelques mois j'étais arrivée avec cette idée pour en parler à Clémence, et en fait je l'avais jamais fait car ma vie. Et... car trop de choses à faire, et ça fait longtemps que je veux faire ça parce que vraiment moi je suis tous les jours, il n'y a pas un épisode des Marseillais que je ne regarde pas, et là c'est les Marseillais versus le reste du monde qui est ma préférée. Donc le concept rapidement, c'est les Marseillais qui jouent contre le reste du monde, donc c'est une équipe composée de tous les autres gens de télé-réalité de plusieurs chaînes confondues, et donc du coup en fait ouais ils se clashent et tout, et c'est trop bien. Et Cet accent. non mais cet accent était très... Attends, non mais bien. vas-y. Et donc à la fin de la semaine, alors toutes les semaines ils ont des défis, genre il faut faire un cocktail au citron. C'est voilà ce genre de défi. Et ce niveau de challenge. Ce niveau-là de challenge. Et donc du coup celui qui a fait le meilleur cocktail au citron, le meilleur, c'est ça. Le meilleur. Voilà. Et cette grosse pression, ils sont vraiment tout compète comme ils disent. Et donc allez. Et à l'issue de ça, à la fin de la semaine, l'équipe qui a gagné le moins de points, donc qui a raté le plus de défis, doit éliminer un membre de sa famille. Et bien sûr, c'est la fête au sexisme de partout, ce qui ne m'empêche pas d'aimer l'émission, de beaucoup rire et de l'apprécier avec tendresse même, voilà. Voilà, donc bientôt les articles de Kalindi sur... je sais pas s'il y aura des articles, il y en aura au moins un, tu vois. Ah, Je vais pas m'engager non plus sur une série de 30 articles. Un dossier. Voilà, nous sommes à la fin des commentaires de nos chers auditeurs et auditrices. Et donc, nous pouvons passer au mini-kiff. C'est l'heure des mini-kiff. Mini-kiff. Je sais pas pourquoi... Je sais pas pourquoi On j'ai aurait dit décidé le de chat mort. chanter à chaque fois. Le chat mort. Le chat qui est mort, là. Non. Ah oui, le nono-cat, il est mort. Le chat qui fait no, et qui est devenu un des premiers lolcats des internets. Et malheureusement décédé à l'âge de 15 ans. On l'embrasse. Putain, Une ça belle y vie, est. 15 ans, ça va. Internet commence à mourir. Oui. Vous saurez que j'ai fêté les 2 mois de l'anniversaire de la mort de mon chat, pas plus tard qu'avant-hier, n'est-ce pas? RIP. RIP. Désolée, je suis sur Mimi qui fait non. RIP MDR. Trop mignon. Je lis très bien les lolcats, voilà. On peut pas être bon en Oui. tout, mais je suis bonne en ça. Alors, qui veut commencer avec la mini-kiff? Alors, mon mini-kiff, j'ai beaucoup de kiff pour une fois. Donc, j'ai choisi un kiff en fonction de... Voilà, qu'est-ce que ça m'a procuré. Là, ce mini-kiff est presque un gros kiff. C'est... Excusez-moi, j'ai bu un Perrier, donc je vais étouffer un ro. Voilà. J'espère qu'on aura l'audio. La classe. Excusez-moi.
Mais quelque part, ça se rejoint. Parce que j'ai découvert pas plus tard que lundi un nouveau restaurant dans le quartier qui s'appelle je sais plus, donc vous aurez... Mais encore un mini-kiff préparé à la zeub, là. C'est quoi ça? Ça s'appelle Liu, c'est trop compliqué. Hot Pot. Et quelque chose Hot Pot. Et c'est rue d'Anguin, de Paris 10e. Et en fait, c'est un restaurant de fondue asiatique. Sa mère. Délice. C'était génialissime. Et en fait, le concept que je connaissais très peu, parce qu'en fait, on connaît à peu près tous la fondue bourguignonne et puis la fondue savoyarde. Mais là, c'est donc une fondue asiatique où t'as un gros pot. Donc c'est très compliqué au début pour comprendre. C'est plus chinois ou japonais? C'est plus chinois, je crois. Je sais pas. Et donc c'est assez compliqué parce qu'en fait, au début, on t'apporte une grande carte et tu dois cocher toi-même tout ce que tu veux dans ton hot pot. Sauf que il y a une infinité de possibilités, c'est génial. Et donc après, on te sert un gros pot comme ça, qui chauffe sur une plaque chauffante, qui est divisé en 2 parties. Donc tu peux choisir 2 ou 3 bouillons. Moi, j'ai choisi saté et cèpe tomate. Oh. Donc voilà, j'ai un côté. J'ai pas C'est mangé, génial. je Bouillon regrette. saté. Désolé, un bouillon de saté délicieux. Et alors, tu peux choisir plus ou moins piquant. J'ai pris très piquant, voilà. J'ai chialé ma race pendant 2 heures. Et donc, après, tu choisis une viande. Enfin, tu peux choisir toutes les viandes que tu veux. Moi, j'ai pris boulettes de langouste, boulettes de poisson, bœuf. Et après, en légumes, j'ai pris shiitake, épinards, les petits champignons blancs, là, dont j'ai oublié qui ressemblent à des longues tubes, mais très fines. Ouais. Et j'ai pris... Enfin, plein de choses. J'étais avec ma mère et ma marraine, c'était délicieux. Et donc après, tu viens tremper les ingrédients dans ton bouillon et doucement, ça fait cuire tes aliments. Il y avait de la patate douce aussi et c'était incroyable. Je connaissais le barbecue coréen où juste tu fais griller toi-même ta viande, mais là, ce concept de fondue chinoise, je passais souvent devant, j'avais jamais goûté. C'était l'occasion et franchement, c'est ma plus grosse découverte du mois. Genre vraiment, avec ma mère et ma marraine, on était là, c'est vraiment la meilleure chose. Mais comment ça se fait qu'on n'ait jamais mangé ça avant? Mais dis donc, c'est quand même dingue. Et voilà, et en plus, chers auditeurs et auditrices qui nous écoutez, ça n'est pas si cher que ça, parce qu'en fait, on s'en est sorti pour 45 € à 3, ce qui est vraiment très très honnête. On n'est même pas, on est à 15 balles par tête, avec des produits franchement de première fraîcheur et surtout de qualité. Comme tu vois, la boulette de langouste, il y en a 6, c'est 6,50 €. Vraiment, on est sur de la très grande qualité, c'est délicieux pour tous les gastronomes qui nous écoutent. N'hésitez pas à y aller, j'imagine qu'il y en a également en province. Il y en a en province. J'imagine qu'il y en a en province. J'espère pour vous qu'il y en a en province. Cet endroit inconnu de la France. Bah non, mais tu veux dire quoi? Tu veux citer toutes les villes, les villages Bon, de France? pas dans le reste de la France. On dirait le magicien d'Oz quand tu dis comme ça. Genre, t'arrives en Provence quand une tornade t'a emporté Paris et t'as Écoutez, moi je suis déposé provinciale et je n'ai quelque pas de part. souci avec le terme province, mais je sais qu'il y a des gens que ça heurte. Ah. Et j'ai quelque chose à t'annoncer, Kalindi. Il existe un mélange entre le barbecue coréen et la fondue asiatique. C'est dingue. Je viens de me rappeler, j'avais oublié ce truc. Quand j'étais à la fac, je sortais avec un mec et il fêtait ses 20 ans. Il avait fait un gros truc pour ses 20 ans avec surtout genre toute sa grande famille et tout. Et donc pour ses 20 ans, ils ont loué une yourte. Genre ils venaient d'Annecy et c'était en Savoie dans la montagne. Et du coup ils ont loué une yourte. Et on a fait ses 20 ans là-bas avec donc toute la smala. Donc c'était une yourte immense avec plein de grandes tables et tout. Et c'était donc... logiquement tibétain la bouffe, et en fait ils avaient un truc je sais pas du tout comment ça s'appelle, mais en gros ça ressemble à un chapeau, c'est un cône avec des pics dessus, et après le chapeau donc c'est en fonte, donc ça ressemble à un cône avec des pics dessus, et après le chapeau ça fait comme un rebord de sombrero où là il y a du bouillon, du coup ta viande tu la fais griller sur le cône tu qui la est mets sur hyper les chaud, pics. et après tu la trempes dans le bouillon qui bout tranquillement en dessous, et tu mets tes nouilles et tout dans le bouillon, et tout ce que tu veux faire griller tu le plaques sur le cône, tu l'accroches sur le pic, et du coup tu manges ta viande grillée que tu peux ensuite mettre dans le bouillon, et tes légumes et tes nouilles cuites dans le bouillon. Ça m'avait retourné le cerveau, j'étais là waouh, Choc. waouh. Pour le coup, c'est un vrai choc. Je ne connaissais pas du tout. Et ça s'appelle comment? Je sais pas, c'était C'est un ça. truc tibétain, tu vois, mais genre c'était un mec originaire du Tibet qui avait la yourte qu'il louait pour des événements, et ça c'était le repas, tu vois, normal de la yourte qui va avec la yourte. Du coup, je ne sais pas, mais je pense si tu cherches Je vais chercher. grillade fondue, grillade bouillon Tibet, tu vois. Oh, je le vais truc, chercher. yourte. Peut-être Si qu'il y je en le a. truc à Paris. d'ingénieur qui a la dalle, quoi. Je vais designer un machin qui pourra faire griller et mettre du bouillon en même temps en fond. trop bien, tout C'est bidule. génial. Je vais Il y a essayer de un effet trouver. convivial, Épousons quoi. cette personne. Ah ouais, de ouf. Et tout ce qui est fondu. Vas-y, Loulou. Loulou, tu as quelque chose à dire, Loulou Loulou? pas. Je vais donc essayer de trouver. Si je ne trouve pas, n'hésitez pas à laisser en commentaire le nom si vous le connaissez. Voilà. La yourte, Ah, je ouais, mettrais le- part dans en les- Savoie où il y a les chapeaux qui chauffent.
Non, mais je vais essayer de Google trouver. ça. Chapeau qui chauffe sur J'essaie de trouver ce Google. que c'est, et si vous le voyez pas dans les notes du podcast, c'est que je n'ai point trouvé. Donc n'hésitez pas à partager votre savoir. Tout à fait. Tout à fait. Et à mettre des liens où est-ce qu'on peut acheter le chapeau qui chauffe. Car je me dis, au lieu de demander un appareil à raclette à Noël, tu peux demander ça et ta vie Tu change. peux le fabriquer toi-même d'ailleurs. C'est compliqué de J'ai fabriquer un rarement des truc en cônes fonte. en fonte chez moi. Écoute, Mimi fait un effort aussi. Hein. Et Je suis pas très travaux manuels, tu vois. Je vais un rarement marteau, à un Cultura. briquet, tu fais chauffer, tu tapes dessus, ça fait un chapeau. Pas compliqué. C'est dingue. Mais c'est comme les arbres à nanes. Tu sais, des arbres où tu suspends les nanes, le pain indien. Voilà, bah ça existe, un pain. Ça existe un pain à nanes. Vous me regardez d'un air bizarre. En fait, un jour, je regardais Cauchemar en cuisine, mais la version anglaise avec Gordon Ramsay. Et un jour, il va dans un restaurant indien qui en fait beaucoup trop, avec des filaments, avec des LED, c'est tout qui brille, t'as l'impression d'être sur Pandora, tu vois. Et sauf que c'est un restaurant indien, il y a des cascades, c'est la folie. Et là, t'as des arbres géants à nanes que les gars viennent mettre sur chacune des tables. Et là, Gordon Ramsay dit mais ça suffit, mais stop. Mais arrêtez, je stop. Voilà. Et après, il enlève tous les arbres à nanes. Il dit fuck off les arbres à nanes. Et puis voilà, comme il fait régulièrement. Car c'est une personne en colère. Qui fuck off tout. Ah, on Très l'adore. bien, on enchaîne avec le mini-kiff de Mimi. Ok. J'ai beaucoup hésité pour mon mini-kiff, mais le problème c'est que comme je n'ai pas été là depuis un moment, j'ai fait des articles de la plupart de mes mini-kiffs récents. Donc j'ai une frange, j'en ai fait un article. J'ai une nouvelle robe, j'en ai parlé dans les favoris. Donc je suis là, tu vois, pour les gens vraiment studieux qui suivent tout Mademoiselle, bah ça fait redite. Donc Oui. il faut que je prenne un truc qui est un peu out of the box. Donc Out of the box. sans yes. surprise aucune, Ça j'ai s'écrit en choisi un seul mot. Game of Thrones, qui est mon mini-kiff du jour. Putain. Mais meuf, ça sort oui. dans 6 mois. Je sais. Qu'est-ce Mais qui il y a se eu, passe en fait, aujourd'hui, donc nous sommes le vendredi 2 novembre et Entertainment Weekly, un grand magazine de pop culture américain, a sorti le premier dossier officiel sur Game of Thrones saison 8 avec des photos du cast, des interviews des acteurs qui racontent évidemment pas ce qui se passe dans les épisodes parce que sinon ils ont des procès au Sinon, cul. ils se font taper. Mais comment ça s'est passé le tournage et à quoi on peut quand même vaguement s'attendre. Il y a un peu des infos quand même, tu vois. Et je ne l'ai pas lu car j'ai décidé de ne pas Cette info. prendre le risque de déduire des choses. Enfin, je veux y aller le plus vierge possible dans cette dernière saison. Rappelez-vous que je lis Game of Thrones depuis que je suis au lycée, que j'étais Daenerys au lycée en 2006 et que vraiment au carnaval du Ça- lycée, personne savait c'était qui Non. Daenerys. Donc j'ai eu des longs moments de solitude et c'est l'accomplissement d'une partie de ma vie qui va arriver avec cette dernière saison qui commence mi-2019 et qui est, en attendant les livres, un jour maybe, la fin de Game of Thrones. Et donc il y a eu ça, et en plus aujourd'hui comme on l'a dit c'est l'anniversaire de Fab Florent, et Fab Florent m'a commandé pour son anniversaire un récap rigolo de ce qu'il voulait, car je lui ai proposé, je sais, en fait il est pas matérialiste donc c'est chiant de lui faire des cadeaux, et je lui ai dit bah vas-y comme je t'avais fait pour The Revenant il y a 2 ans, je te fais un récap rigolo, et donc je l'ai pas encore fait car je suis Alors, très peu ponctuelle. Explique ce que c'est les Ah oui. récaps rigolos. Donc pour les gens qui récaps connaissent pas. rigolos, c'est un truc que j'ai lancé sur Mademoiselle avec Game of Thrones saison 5, où en fait je regarde l'épisode, je prends des captures d'écran de à peu près tout ce qui se passe et j'écris des blagues dessus. Et du coup comme ça tu sais à peu près ce qui s'est passé dans l'épisode, mais je fais aussi des blagues de prout et j'aime bien. Et du coup bah ça a très bien marché et j'en suis très contente que les gens aiment bien mes récaps rigolos de Game of Thrones. Et ça faisait un moment qu'on se disait ce serait cool d'en faire pour les films. Mais bon, en vrai, c'est long à faire déjà pour un épisode de 1 heure ou un peu moins d'1 heure. Donc pour un film, c'est laborieux. Et il y a 2 ans, avec Fab, on était allé voir The Revenant, le film avec DiCaprio qui se fait bouffer par un ours, là, et qui est dans la neige pendant 8000 ans. Et en fait, à un moment, genre à 20 minutes du début, il s'est penché, enfin, ça avait commencé depuis 20 minutes, il s'est penché vers moi, il m'a dit, ça ferait un bon récap rigolo. Et du coup, j'ai passé tout le film à avoir des fous rires parce que j'imaginais les blagues cons que je pourrais écrire là-dessus. Et pour son anniversaire, je lui ai donc fait le récap rigolo de The Revenant, qui a fini sur Mademoiselle d'ailleurs. Donc bref, je vais lui en faire un autre pour cette année, et ça m'a fait penser que je vais relativement bientôt, chaque jour me rapproche du moment où je pourrais refaire des récaps rigolos de Game of Thrones, et j'ai tellement hâte, j'aime tellement faire ça, et j'aime trop. C'est vraiment la dernière série qui me hype à ce point-là, et je pense que c'est pareil pour plein de gens. Je sais pas ce que je ferai de mon enthousiasme après, je le dirigerai ailleurs, mais je suis très très contente que ça arrive et qu'on vive ce moment de pop culture, tout ça. Voilà. Et ben après tu feras comme moi et tu reprendras depuis le début, car c'est ce que j'ai fait pas plus tard que la semaine dernière. J'ai recommencé. Et d'ailleurs je voulais dire que Mimi donc m'a filé l'article de Entertainment Weekly que j'ai lu dans son intégralité. Suite à quoi j'ai eu la chair de poule parce que en vrai
tous les acteurs sont là genre mon Dieu mais en fait on détient des trop gros secrets et en fait on est les seuls connards de la Terre à connaître les secrets que des millions et des millions de gens veulent et du coup ils sont hyper stressés que genre un jour ils boivent une bière et il y a un truc qui sort tu vois En fait, c'est machin qui meurt, bye. Mais alors si je peux je sais que Mimi ne lira jamais l'article que j'ai écrit ce matin qui récapitule la chose. Toutefois, je peux dire quelque chose qui n'est pas un spoil mais qui m'a vraiment fait dresser les poils, c'est que en fait Kit Harington qui joue Jon Snow a pleuré plusieurs fois quand il a lu le scénario de la dernière saison et à la toute fin de l'article, on apprend pourquoi est-ce qu'il a chialé et en fait, c'est parce qu'il dit voilà, en fait avant quand on ouvrait le scénario et qu'on lisait tout en entier à haute voix, à la fin, il y avait écrit fin de la saison 1, fin de la saison 2, et là, il a eu écrit fin de Game of Thrones. Et voilà. Et il s'est mis à pleurer comme une madeleine. Voilà. Et même moi, ça m'a fait un petit quelque chose. Voilà. Bah oui. Je sais pas ce qu'on va faire pour le dernier épisode, mais il faut qu'on fasse un truc. Il faut qu'on fasse une soirée ou quelque chose. Grave. Une grosse en taf. l'honneur de. Ah ouais, une grosse stuff Game of Thrones pour le dernier épisode. Ce qui serait vraiment top, c'est qu'on puisse le projeter en public, mais on n'a absolument pas les droits. Donc on ne va pas faire ça. Et oui, peut-être que En fait, la hype reviendra si un jour le nouveau tome sort, qui n'est même pas censé être le dernier, donc je pense que ces bouquins ne finiront jamais. Mais à ce moment-là, mon enthousiasme trouvera une nouvelle cible. En attendant, je vous parlerai de Kiff qui m'enthousiasme, moi. C'est pas grave. Puis il y aura le spin-off peut-être que du coup. Oui, il y aura les Oui, la mais hype je ne sera sais aussi pas, grande. tu vois. C'est Parce quoi que le les spin-off bouquins qu'on attend trop longtemps, c'est toujours tendu. Hein. Moi, j'avais attendu 15 ans la fin de La Tour Sombre de Stephen King. Yes. Quand c'est sorti à la fin, c'était ça la pour- grosse déception. Moi j'ai eu la T'as vu chance le de film tout lire d'un coup et j'ai vraiment pas été déçue, mais le seul truc que j'avais suivi comme Game of Thrones c'était Harry Potter, mais c'était tous les ans quoi, c'était assez Oui. stable. Et donc le préquel de Game of Thrones, le spin-off de Game of Thrones, c'est un préquel qui se passe des millénaires avant, qui va s'appeler a priori The Long Night, et donc la longue nuit, et qui va C'est avec les dragons raconter et tout tout un pan de l'histoire de Westeros avec d'autres Avec les peuples, bagarres de d'autres dragons. familles. Avec les bagarres, en fait c'est avant que les Targaryens arrivent, donc il y a pas de dragons, mais il y aura l'origine des White Walkers, il y aura des Stark. En fait dans la famille Stark, il y a très très longtemps c'était un peu des demi-dieux, enfin c'était pas juste des gars quoi qui étaient bons à l'épée, ils étaient un peu légendaires et tout. Ah, c'est genre Et Thor. ils ont casté la première actrice qui est Naomi Watts au casting de ce truc. Ok. Donc nous verrons, mais bon on en est à on a un nom au casting, donc c'est pas tout de suite. Ouais. Peut-être Inch'Allah d'ici là on aura un nouveau tome de Game of Thrones, je sais pas. Bon, après, Georges, ils vont si tu peut-être. nous écoutes, sors-toi les doigts, s'il te plaît. Il est quand même très vieux le pauvre Georgie. C'est clair. Mais personne l'a obligé à faire un truc qui durait si longtemps. À la base, il devait en faire 3 et il a dérapé. Donc oui, il est vieux, il kiffe sa vie, mais tu vois, il la coproduit pression des qu'il a. choses. Il a quel âge? Je sais pas. Il a 150 ans. entre 60 et 70. Il a pas c'est 70, tout, merde. il a un peu moins. Oui, non, c'est pas... Je suis désolée, mais Stephen King, pour le coup, il a 70 piges, il sort un bouquin par an, tu vois. Bah oui, Taf. mais ils est-ce sont que pas parfois- tous bien. Voilà, Ils taffent. parfois il devrait pas. Donc Mm. Oui, finalement. mais entre un par an, pas toujours bien, et ça fait, je sais pas, un truc genre 7 ans qu'on attend. Oui, je suis d'accord. Mais il vaut mieux créer l'attente pour que la chose soit extraordinaire plutôt que de pas créer l'attente et qu'on se fasse chier parce que les trucs sont nuls. Voyons les choses du bon côté. Non, mais des fois, il sort des rapport à livres Stephen bien King. encore, hein, Stephen King. Oui. hein. Donc, des fois, tu vois, t'as pas d'attente et après, tu fais waouh, putain, c'était trop cool. Et après, un an plus tard, bon, moi, c'est pourri. C'est comme une saison de série Netflix. Des fois, c'est bien, des fois, c'est pas bien, mais tu sais que ça arrive. Tu peux manager tes attentes. Tout ça, ce machin. J'ai des attentes. Voilà, c'était mon mini-kiff extrêmement surprenant et inattendu. J'aime bien Game of Thrones, le saviez-vous? La meuf se recycle tous les ans. En fait, Game of Thrones, vous savez Game of Thrones? Game of Thrones, j'adore. Game of Thrones. Et encore, j'ai pas fait Stephen King dans LLK. Non, mais- Et surtout, C'est vrai. C'est quand j'aurais vraiment pas de kiff, C'est je serais là. clair. Alors, vous connaissez Stephen King? Non, Est-ce que c'est vous quand avez t'auras 8 vu heures devant Cimetière. vous? Oui, ou peut-être ça partie 2. mais, Anyway. et encore, attendez que les épisodes sortent. Parce qu'une fois que les épisodes vont sortir toutes les semaines, ça sera Mimi, elle sera là. Regardez, il y a Game of Thrones. qu'est-ce qui Non, s'est passé promis, mais j'essaierai de attends. pas le faire. Comment tu peux être aussi fan de Stephen King alors que tu flippes devant Rusty Lake? Mais parce que les livres qui font peur, ça me dérange pas parce que c'est dans ta tête. Tu vois, j'ai pas de. En fait, j'arrive pas à me forcer à regarder. Quand je regarde un film d'horreur, je subis, c'est-à-dire l'action, elle se passe, peu importe ce que je fais. Quand je joue à Rusty Lake, c'est encore pire parce que c'est moi qui dois choisir de créer l'action. Quand tu lis un livre, bah tu t'as signé le contrat, c'est toi qui lis au bout d'un moment et t'as qu'à fermer le livre si t'en peux plus. Mais je trouve, enfin, Mais en termes d'impact, moi, je trouve je peux que jamais c'est me faire vachement trop plus, peur hein. dans ma tête, alors que il y a pas de jumpscare dans les bouquins, tu vois. Je déteste les jumpscares et dans les films d'horreur il y en a souvent et les rares que j'aime bien c'est ceux où il y en a pas trop.
Donc, Putain, je sais j'aimerais pas. À trop l'écrit, voir ça le va. film que tu te fais dans ta tête dans ah, c'est moche. un livre. C'est pas sympa. Les murs hein. sont rose bonbon, c'est cool. Ou tu te fais non. tu te fais Non, un ça truc fait qui peur fait quand ultra même, tu badé. vois. Mais ça peut pas faire une peur que je peux pas supporter parce que c'est mon cerveau qui l'a créé, tu vois. T'as lu ça, toi qui adore les clowns? Ouais, j'ai lu ça, j'ai lu tout Stephen King, sauf genre les 3 derniers. Et t'as vu les films? Ouais. Et du coup, ça se passe mieux quand tu vois les C'est films pire parce que le tu film, connais déjà parce que le film, déjà il y a des trucs qui changent par rapport au bouquin, donc tu peux pas dire c'est bon, je connais tout, je l'ai déjà lu parce que forcément c'est différent. Et t'as des putains de jumpscares dans le film. Ah et oui. tu sais pas quand ils vont arriver, et ça j'aime pas. Alors que dans le livre, bon bah. Tu vois, si tu lis et il s'est tourné et Gripsou était là, bon, c'est pas un jumpscare, tu vas pas faire oh, sa mère. Tu vois, ça te surprend, t'es là, ah, fils de pute, il était là depuis le début, mais t'as pas un gros son et un gros plan en mode ah, tu vois. Voilà, c'était un jumpscare audio. Bien, très bien fait, Mimi. Bravo. Merci. Oscar du meilleur bruitage. Alors, ensuite, on enchaîne avec le mini-kiff de Cédric. Faut que j'arrête de chanter à chaque fois. Non, c'est bien. Mon mini-kiff, c'était il y a donc 2 semaines, c'était le festival Podcast Paris. Je fais Il la sait blague. que c'est pas le vrai nom. Je fais la blague parce que Mimi, elle m'a repris juste avant le début de l'épisode pour me dire que c'est le Paris Podcast Festival. J'avais mis les mots dans le mauvais sens. Ah oui. Et en fait, c'est mon mini-kiff parce que déjà, c'était la première fois que j'enregistrais avec Fab un podcast en public. Et puis, c'était un podcast qui avait du sens et une belle symbolique pour moi. Je reviens sur... Donc, qu'est-ce que c'était? Quel était donc ce podcast que vous avez enregistré en public? Bah oui. Fabrice a donc son propre podcast qui s'appelle Histoire de Daron, propulsé par Rocky. Et donc... Rocky Mag, Rocky le Mag. magazine après Mademoiselle. Si vous en avez marre de RockyMag.fr. Mademoiselle, allez sur Rocky. Si vous êtes trop âgé pour Mademoiselle, c'est sur Rocky qu'il faut aller. Voilà, je l'ai dit d'une meilleure manière, mais bon. Ça va, c'est pas comme si c'était son boulot de bien présenter Mademoiselle et Rocky pour les annonceurs. Sinon, ce serait un problème. Donc il avait lancé, voilà, il y a un an et 2 mois à peu près, donc il lance ce truc-là où il interviewe toutes les 2 semaines un daron sur sa relation à la daronie. La daronnade La daronne, et la les daronnerie. engences de la daronie qui sont les enfanteries. Et donc du coup j'avais participé à ce podcast-là au 4e épisode de ce truc quand mon propre bébé avait 6 jours. Et Fab il m'avait dit pendant toute l'année ah là là, bientôt il faudra qu'on fasse une update de ton truc 1 an après parce qu'en fait ça le fait marrer un peu de me voir souffrir. Oui. Je pense que c'est exactement ça la raison. Dans cette année, et qu'en fait, il a une vraie passion de démystifier la paternité. Mais il a vraiment une passion de vouloir faire dire aux gens, c'est dur, hein, t'en chies, hein. Dis-le bien aux gens que c'est chiant et que c'est hardcore. Et donc, du coup, voilà, il voulait qu'on fasse une update au bout d'1 an. Et donc, on a fait ce truc-là au moment du Paris Podcast Festival. Et donc, du coup, on a enregistré en public donc ce 2e épisode, cette suite de mon petit bébé Joachim 1 an après. Et donc c'était assez intéressant de revenir sur tout ça. On a beaucoup parlé de résilience, car c'est vraiment le mot-clé. Quand on a un enfant, résilience et ingratitude, j'aimerais rajouter. Yes. Ce sont les 2 mots-clés de la parentalité moderne. C'est toujours la bonne ambiance, hein. Quand Cédric parle de son enfant, on a envie de faire des enfants Ça, après. écoute, j'ai les ovaires qui me chatouillent là direct. Je me dis waouh. Non, du coup, voilà, au milieu. Non, mais voilà, le but c'était de faire un bilan sans concession de la première année de paternité. Et donc, il y a plein de trucs très touchants et plein de trucs moins touchants mais rigolos. Et en fait, c'était super cool parce que ça m'a aussi permis moi-même de me poser plein de questions que je ne m'étais pas posées car je n'avais pas le temps. ou la disponibilité mentale ou whatever. Sur du coup ce que ça avait un peu changé en moi d'avoir un enfant et tout. Ce que j'avais appris de moi-même. Et d'ailleurs, quand il me pose la question en live, je bug et je fais je sais pas. Et c'est lui qui m'amène la réponse. C'est intéressant. Très bon intervieweur. Et donc du coup, c'était pas mal. C'était un bilan. C'était comme une séance chez le psy en public. Et c'était cool. Et donc cet épisode est à retrouver, me semble-t-il, sur à peu près tous les endroits où on peut écouter Histoire de Daron, donc sur YouTube, SoundCloud, Spotify, Deezer, Podcast et tout. Les apps de podcast. Voilà, de toutes manière vos générale. applis de podcast préférées. Et Tout une à très fait. bonne raison de l'écouter, c'est que vous entendez Louise rire dans le public. On Du coup, entend vous pouvez Louise l'écouter en essayant de retrouver Louise. C'est comme Ouais. Où est Charlie, mais en audio. Parce que vraiment, quand tu ris, on t'entend que toi. Ouais. En plus, des fois, je pense qu'il y a des moments qui sont plus marrants pour nous qui connaissons Fab et Cédric que pour des gens lambda. Du coup, des fois, t'es un peu seul toi.
oui, ce rire-là. Ah oui. Ah Mais bah, c'est comme quand j'écoutais À bientôt de te revoir, le podcast de Sophie-Marie Larouille. Quand t'es dans le public, je le sais. Et quand Fab y est, je le sais aussi parce qu'il rit vraiment très fort. Donc, et Clémence C'est aussi. clair. Enfin, à Ouais. vous trois, c'est vraiment la team Mademoiselle qui fait les bacs du podcast. J'ai écouté celui qu'elle a enregistré en live au Frames Festival avec Jérôme Niel. J'entendais Queen Camille et Fab rire. J'étais là, yes, très bien. On reconnaît vraiment les rires des gens de cette équipe. Tellement Mais, on rit chez Mademoiselle. Bon. Le podcast, donc l'histoire de Daron avec Cédric au Paris Podcast Festival, on entend aussi ton enfant. On entend mon Oui, enfant. chialer. Mon enfant qui crie. Voilà. Au début, on l'entend rigoler. Et puis un peu plus tard, il crie. Ouais. Il crie Et gentil. ça t'a. Est-ce que c'était. Parce que du coup, t'as fait le premier épisode en solo avec juste Fab et celui-là en public. Est-ce que ça a changé quelque chose d'être en public? Bah, c'est quand même des trucs un peu intimes, tu vois. Ah bah carrément, ça change. En fait, ça change tout. Quand t'es tout seul avec Fab là sur le canapé de la pièce dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est beaucoup trop de détails inutiles. Quand t'es tout seul avec Fab, en fait, tu papotes. Tu vois dans le regard du mec que il va pas te juger, qu'il est pas là pour te juger, il est là pour te faire sortir tes tripes un peu, tu vois, mais gentiment. Et après, en public, en fait, tu parles. Et donc, je regardais Fab, mais tu regardes aussi tous les gens que tu ne connais pas, qui étaient une soixantaine. Il y avait quand même du monde. Ouais, il y avait quand même un peu de 50, monde. Ouais. Et du coup, t'es là et tu fais alors, mon enfant, des fois, je lui crie dessus à 3h du mat. Et tu vois les gens qui te regardent et tu fais est-ce que j'aurais dû dire ça, je ne sais pas. Et du coup, ouais, il y a un vrai côté où tu essayes de ne pas te heurter, de ne pas penser au jugement des autres, parce qu'en fait, si tu dis pas des vrais trucs, ça sert à rien de faire ce podcast. Et les gens en face, ils en ont rien à retirer si tu dis que des trucs faciles et easy. Bah oui. Mais en même temps, c'était rigolo, parce que quand tu fais des blagues et que t'entends les gens se marrer, c'est marrant. Oui. Et quand t'entends Loulou se marrer, c'est marrant. C'est très communicatif. Oui, j'ai un rire communicatif, écoutez. Je peux venir Communicatif, à vos bar mitzvahs et, Ouais. Et rire dans un coin. et à vos enterrements, si vous voulez un peu de rire dans la salle, n'hésitez pas, appelez-moi. Nous avons perdu Roger. Chut, Attends, c'est pas j'ai- le bon moment. En vrai, j'ai eu un fou rire à l'enterrement de mon grand-père Et pendant le que le prêtre, patronat. il faisait le. Enfin, pas le prêtre, le pasteur, c'était des protestants en Alsace. Il faisait. Il lisait des passages de la Bible liés à la mort, tu Ouais. vois. Et en fait, c'était mon premier enterrement. Et bon, bah, mon grand-père, je l'aimais de ouf. Mais après, voilà, c'est un vieux monsieur, il était malade. Enfin, c'était pas la mort la plus choquante du monde. En Oui. termes de voilà, du coup j'étais pas hyper trauma, j'étais juste triste et en fait le pasteur il a lu le passage et quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort et en fait ça m'a tout de suite fait penser à cette scène dans Titanic où le mec il y a un prêtre qui fait ça pour des passagers qui vont mourir et t'as DiCaprio qui lui dit tu veux pas bouger un peu plus vite dans ta foutue vallée et du coup j'y ai pensé, je me suis dit merde rigole pas parce qu'en plus quand je suis nerveuse je rigole et j'ai tourné la tête et il y avait ma petite sœur qui me regardait en mode et du coup on a eu un fou rire, voilà. Il fallait qu'on se regarde pas, c'était le dernier, la goutte d'eau, et du coup on a eu un fou rire, mais comme mon grand-père il aimait bien rigoler dans la vie, je suis là, bon, il nous en voudra pas. Il y a ma tante qui m'a regardé méchamment, ma tante un peu prout, j'étais là, ça va. Moi, j'ai un fun fact. Quand j'étais petit, je pensais que le fromage pasteurisé, c'était un fromage béni par un pasteur. C'est la meilleure info. Oui, mais du va coup, reparler de voilà. bénite. Mais Ah, du c'est coup, je trop pensais que bien. c'était un pasteur. Il était venu bénir le fromage et que du coup, il était pasteurisé. Bordel, c'est génial. C'est génial. Est-ce que je vous ai déjà raconté cette anecdote de moi dans un cimetière qui dit à ma maman pourquoi il y a plein de dames qui font de la gymnastique et en fait c'est Jésus sur la croix. Je pensais que c'était une dame qui faisait de la gymnastique. Yes. Je sais pas, je en mode pensais barre qu'il faisait parallèle et ses tout, quoi. abdos ou j'en sais rien. Et comme il avait les cheveux longs, je pensais que c'était une dame. Voilà. Non, c'est Et génial. du coup ma mère était là. Chut. Maman t'expliquera plus tard. Meilleur truc. Alors c'est Jésus. Bon, t'as pas encore trop expliqué tout ça. On est athée, donc bon. Du C'est coup, voilà, très je drôle. pensais que c'était une dame qui fait de la gymnastique et franchement, je la voyais partout. J'étais là, pourquoi est-ce Elle qu'elle est célèbre, partout cette dame. C'est ça. C'est Cindy Je Crawford. comprenais pas, voilà. C'est Cindy Crawford. Pourquoi un rêve de trentenaire, j'en peux plus. Naël, De- c'est de pour toi. Pierre. Enchaînons donc avec mon kiff de transition. Ouais. Comment on avait appelé ça Le Hors moyen série kiff. Non, mais Non, le kiff de Mais Non, transition. ça. c'était le kiff hors série. Le kiff hors série, Ah très oui, c'est bien. vrai. Euh, Le moyen. donc, Hors les murs. alors mon kiff, écoutez, j'ai hésité, mais je vais vous parler de la deuxième saison de Making a Murderer qui est sortie sur Netflix. Car j'avais suivi assidûment la première saison, même que Mademoiselle avait fait un podcast débrief avec Patrick Beau de Making a Murderer. Oh là là, que s'est-il passé? Quelle est cette histoire? Donc si vous ne savez pas du tout ce qu'est Making a Murderer, en gros c'est une série documentaire sur une
affaire de... comment décrire 4 ça affaires. Ouais, il y a beaucoup d'affaires. Tu En veux que gros, j'essaye de résumer ou tu gères? tu sais que j'ai la moitié des informations, Mimi. Donc c'est toujours toi qui résume mieux les choses que moi. Mais t'as vu les 2 saisons, moi j'en ai vu que une. Mais tu peux résumer la première saison. Ok. Donc la première saison, c'est un mec qui s'appelle Stephen Avery qui vit, je sais plus où, dans un coin paumé des États-Unis. Et c'est Michigan. vraiment, voilà, c'est un mec Wisconsin. un peu chelou d'une famille hyper pauvre qui vit à moitié dans une décharge automobile. Enfin bref, le gars, il est pas extrêmement privilégié dans la société. Ils ont une décharge automobile, Voilà. mais c'est leur gagne-pain. Oui. Et il vit dans une caravane qui se trouve sur la décharge. Donc c'est bof bucolique, quoi. C'est vrai. Et en fait, le mec est accusé. Donc il y a une dame qui est victime de viol pas très loin. Et ce gars-là est accusé d'avoir commis le viol. Alors que franchement, bon, les preuves sont pas hyper présentes. Mais voilà. Donc ça, c'était il y a longtemps. Hein, il y a genre 40 ans, 30-40 ans. Et donc il va en prison. Il a 18 C'est une ans. histoire vraie inspirée de faits C'est réels. c'est une histoire vraie. Ah, c'est un documentaire. une série documentaire, donc c'est vraiment... D'accord. Et donc ce gars va Sa en life. tôle et 18 ans après, l'ADN a fait son chemin dans le parcours judiciaire et il y a des nouveaux prélèvements ADN qui permettent de l'innocenter. Donc il sort de prison après 18 ans et il décide de faire un procès à la police, on va dire, de sa ville parce qu'il estime qu'il a été maltraité et que son procès a été expéditif et qu'il a été incarcéré à tort. Et du coup, pendant qu'il est dans tout ce procès-là, il y a une autre meuf qui est retrouvée morte et c'est lui qui est accusé avec un de ses je crois que c'est son neveu, le petit jeune qui lui est vraiment en plus il est handicapé mental, c'est vraiment un petit gars, Ouais, il a il comprend 16 ans. rien à ce qui se passe, il est mineur et tout. Et du coup, ils finissent en prison, tous les deux. Voilà. Donc pour un meurtre qu'ils disent ne pas avoir commis. Et quand tu regardes la saison 1 du documentaire, t'as un peu l'impression que, en fait, la police s'est arrangée, on va dire, pour que ce soit lui qui soit accusé, sans chercher trop d'autres hypothèses, d'autres suspects. Et comme en plus il était en procès et qu'il réclamait beaucoup d'argent à son comté où il habite parce qu'il trouve qu'il a été incarcéré à tort et que son premier procès a pas été bien mené, si tu veux passer en mode théorie du complot, t'es là, ok, c'est facile, le gars il allait leur demander des millions et probablement gagner parce que ça avait été assez médiatisé, le mec qui sort de tôle après 18 ans, donc il faut qu'on le refasse tomber pour pas lui payer des millions. Mais ça, c'est parce que le documentaire dit, c'est ce que tu peux facilement déduire après l'avoir vu. C'est ça. Voilà. Et du coup, la saison 1 a fait pas mal de remue-ménage, notamment aux États-Unis, parce que c'est une affaire qui a été doublement médiatisée. Et du coup, les gens sont au taquet sur cette affaire, sur ce qui se passe, sur où ça en est, etc. Et au moindre rebondissement, il y a toutes les chaînes des médias qui viennent devant les prisons en mode peut-être qu'il y a machin qui va sortir. En fait, non, il va pas sortir. En fait, ceci, en fait, cela. Et en fait, la saison 2, donc pour vous faire la fin de la saison 1, en gros, est-ce que j'ai le droit de spoiler? Oui, c'était il y a 3 ans. Ok. En gros, la fin de la saison 1... Sinon, on fait une alerte spoil. Si vous ne voulez pas savoir ce qui va se passer, fermez vos oreilles pendant une minute. Rendez-vous à Timecode. Ouais, c'est chiant. Voilà. Bref, donc du coup, fin de la saison 1, le mec est en procès, etc. Et ça fait des années qu'il se fait défendre par des gens et tout machin. Et en fait, il se fait quand même condamner devant un jury qui dit en fait, vous avez commis le crime, vous avez... alors en fait, ils sont accusés pas seulement de meurtre, mais aussi de séquestration et de viol. Donc ça fait beaucoup de choses. Et en fait, tout ça tient sur des preuves plus ou moins solides. En fait, ils ont trouvé la clé de la voiture de la meuf chez Stephen Avery, mais après avoir fait genre 3 fouilles complètes de la maison. Et en fait, à un moment donné, ils trouvent la clé vraiment dans un coin random de... Vraiment, vous avez déjà regardé là, je pense. C'est vraiment chelou. Et en gros, ils ont des preuves ADN de sang retrouvé dans la voiture, justement, de la nana, et de son sang à lui et de son sang à elle. Et du coup, là-dessus, en fait, c'est des preuves ADN. Donc, les jurys, ils font, en fait, oui, a priori, vous êtes coupable, donc bye, vous allez en prison, à perpétuité. Et en fait, le complice qui est son neveu, donc Brendan Dassey, lui, il est mis en prison sur des aveux qu'il a fait qui sont vaguement forcés. Enfin, de l'extérieur, chelou. de la manière dont le documentaire le présente, t'as vraiment l'impression qu'ils ont forcé les aveux et que le mec, il est là, je sais pas. Et puis ils lui disent, mais t'es sûr qu'il s'est rien passé, genre à tel endroit, peut-être qu'il y a eu un truc. Mais si, on a retrouvé une douille. Ok, elle s'est pris une balle dans la tête. Et donc vraiment, t'as l'impression qu'il répond aux questions parce qu'il lui donne un peu on lui donne les indices, quoi.
Après, il y a des faits, tu vois, qui est que c'est un mineur qui a un QI vraiment très bas et qui est donc mentalement handicapé. Il n'y avait pas de majeur présent, genre il n'y avait pas sa mère ou quoi, ils l'ont pas prévenu, il n'avait pas d'avocat. Enfin, dans tous les cas, les aveux qu'il a donnés, qu'ils soient vrais ou pas, on n'en sait rien, mais il était tout seul face à 2 flics qui lui tournent autour et qui lui posent 1000 questions. Enfin, le gars, il sait plus où il habite, quoi. Il y a personne pour l'épauler là-dedans, quoi. Donc la saison 2 commence en fait après donc la condamnation de ces 2 personnes et en fait Stephen Avery au départ il essaye de trouver d'autres avocats qui veulent défendre son cas en appel et tout, donc en gros ça t'explique aussi tout le système judiciaire américain précisément aussi dans le Wisconsin, donc je pense que c'est là et du coup c'est compliqué as fuck les cours suprêmes, les cours d'appel, les cours de machin, je suis là genre ok, donc en fait à chaque fois ils font des résumés mais c'est compliqué. Et là, il trouve une nouvelle avocate, qui est une avocate qui est spécialisée dans les condamnations, je sais pas comment on appelle ça, les condamnations, les fausses condamnations, enfin pas les, comment on dit ? Les condamnations à tort. Ouais, condamnations à tort, on peut dire ça. Et donc cette nana-là, elle a gagné 17 procès de condamnation à tort, et elle a fait gagner les mecs, les a fait sortir de prison et tout. Et donc là, elle dit, ouais, je vais m'intéresser au cas de Stephen Avery. La meuf, elle ressemble à Cruella d'enfer. C'est vraiment Cruella d'enfer, et vraiment je l'ai vu arriver, j'étais là, bof, confiance en toi meuf, vraiment de prime abord. Pas juger un livre par sa couverture. Elle fait peur, tu vois, et du coup j'étais là genre ok, très bien, tu as l'air d'être au taquet. Et en effet c'est une zinzin, donc elle prend toutes les preuves et tout, et elle est là ok, donc en fait alors, il faut savoir que le procureur de l'affaire qui s'est passée il y a 10 ans maintenant, c'est un zinzin. Enfin, vraiment, il a l'air fou. Tout le monde est fou dans cette affaire, donc du coup, c'est un peu chelou. T'es là, est-ce que je suis en train de me faire manipuler par ce documentaire pour me dire que, en fait, c'est un complot, mais c'est pas vraiment un complot, c'est pas trop et tout. Et donc, elle reprend toutes les preuves, elle est là. En fait, c'est chelou, vous avez trouvé des traces de sang de la meuf, jamais mélangées à celles du gars. Et du coup, enfin, genre, a priori, lui, il a une coupure, donc il y a son sang qui est plusieurs fois dans la voiture, et il n'y a jamais le sang de la meuf dans la voiture, à part dans le coffre. Les manières dont les taches de sang, elles sont mises, enfin, tu sais, c'est genre, elle va chez un mec qui est spécialisé sur les taches de sang, et il dit, bah, en fait, normalement, il faut que ça aille dans ce sens-là, alors que là, ça descend vers le bas. C'est comme dans Dexter, c'est le travail de Dexter, de savoir où va le sang. Ouais, Dexter, il retrace le trajet du sang, et genre, il tire des lignes... des fils rouges, et il est là en mode ok, est-ce que c'est cohérent, tu vois, genre cette personne s'est suicidée, est-ce que le sang il est au bon endroit. Et ben voilà, et du coup elle a un mec comme ça qui gère les traces de sang, elle a un mec qui gère l'ADN et qui dit justement en fait c'est chelou que vous ayez retrouvé, en fait le procureur pendant le premier procès il dit qu'ils ont retrouvé l'ADN de Stephen Avery sur le loquet de la bagnole, qu'il a changé un truc dans le moteur et tout, et que le loquet pour accrocher le capot, il y a son ADN dessus. Et sauf qu'il y a que son ADN, celui de personne d'autre. Et à un taux vraiment très élevé. Et du coup, elle est là, ok, bah je prends des personnes, et puis on va faire 15 essais par personne, et on va voir combien d'ADN on retrouve sur le loquet en faisant un truc. Et c'est vraiment genre 1/10 du truc qu'ils ont retrouvé sur le capot de Stephen Avery. Du coup, t'es là genre, ah ok. Et en fait, il y a que des trucs comme ça où elle est là, non mais ça c'est du foutage de gueule. Et c'est... en fait, dans le Michigan, il y a une loi qui est seulement dans le Michigan, je crois. Attends, c'était pas dans le Wisconsin ? Wisconsin, putain, pardon, je sais pas pourquoi je veux dire... En Provence. En Provence, là-bas, dans le fond des États-Unis. Dans le Wisconsin, donc, il y a une loi qui t'interdit de pointer un autre suspect pendant le procès si t'as pas un mobile, un truc pour lier la personne et une preuve, tu vois. Enfin, genre vraiment, il faut que ça soit un truc vraiment construit, sinon, enfin, genre, arrête de bullshiter et défends ton cas. Et donc, du coup, je sais pas pourquoi, c'est que un truc, ça doit être de la jurisprudence d'un vieux procès. Et donc, du coup, elle dit, je comprends pas pourquoi les anciens avocats de Stephen Avery, ils ont pas trouvé un autre suspect, parce que vraiment, d'autres suspects, il y en a. Et en fait, on nous a fait croire qu'il y avait que lui et qu'il était tout seul, et qu'en fait, c'était bien pratique parce que c'était tout sur sa propriété et tout. Mais en fait, à côté de sa propriété, on a retrouvé des os ici, on a retrouvé des trucs ici, machin, donc c'est chelou, tu vois. Et donc, elle est là, ok, je vais aller voir le voisin, et puis elle fait un entretien avec le voisin qui l'emmène voir, parce qu'en fait, lui, il était témoin dans l'affaire, où il disait qu'il avait vu Stephen Avery faire un feu, et donc, du coup, qui serait le feu où ils ont brûlé le corps. C'est vraiment un truc hyper sympa, hein. Le podcast du kiff. Exactement.
Et donc du coup, elle est là, bon, je suspecte un peu ce gars-là, parce qu'en fait, les chiens qui ont reniflé la trace de la meuf, ils sont passés vers chez lui, machin. Donc du coup, elle fait un rendez-vous avec lui, et puis elle fait non, en fait, il m'a l'air plutôt correct. Tu vois, il avait son avocat, mais il m'a aidé à répondre à des trucs et tout, donc je pense que c'est pas lui. Et puis du coup, elle cherche en fait d'autres suspects qui peuvent être les personnes qui ont commis le crime et pas Stephen Avery, tu vois. Et en même temps, elle essaye de débunker justement toutes les preuves d'ADN et de machin qu'ils ont trouvées en disant franchement c'est chaud, on dirait que c'est falsifié de ouf, mais à peu On dirait près, quand même beaucoup qu'on a mis cet ADN là où il Ça. est. Bon. à peu près les 3/4 des preuves ont l'air falsifiées, tu vois, genre elle est là, non mais ce truc c'est chelou, ça ne va pas. Et elle est là, Ça ne finira jamais cette affaire. elle dit je n'ai jamais vu un truc aussi abusé, Mal tu branlé vois. quoi. Et elle a son mec spécialiste de l'ADN qui est là, franchement des affaires où il y a 2-3 trucs qui vont pas sur les preuves, ça passe, enfin c'est normal, on étiquette Oui, l'étiquette. on étiquette moins bien un truc, enfin j'en sais rien, tu vois, ça peut arriver. Mais là il y a vraiment beaucoup de trucs chelous qui se sont passés. Et du coup, c'est vraiment taré. Alors après, le seul truc qui me saoule un peu, c'est que là, je suis au 6e épisode sur 10 de la saison 2. Et c'est que c'est un peu long, des fois, ils répètent un peu les mêmes trucs. Et en fait, ils focus aussi beaucoup sur la famille et à quel point ça cause du tort à la famille de Stephen Avery et pas juste à lui. Ce qui est intéressant, mais en vrai, moi, j'ai envie que ça avance. Je suis un peu plus sur l'enquête que sur le côté drama du reste. Mais c'est vrai que en fait c'est aussi intéressant de voir lui il a ses parents qui ont 80 ans qui tiennent encore la casse de bagnole et tu vois t'as 80 ans aux États-Unis, hein. t'es encore en train de taffer tous les jours que tu peux et en fait t'as plus de clients parce que tous les médias ont fait de ton truc un lieu de crime, du coup bah plus personne n'a envie de venir chez toi Ah, pardon. t'as que les frics en plus qui viennent chez toi du coup. Et, case du meurtre, je voudrais laisser ma voiture. et en fait il y a Merci. il y a aussi tout un truc chelou après la diffusion de Making a Murderer. Donc en gros, ils ont été quand même pas mal critiqués parce qu'ils avaient omis de dire certaines preuves dans le documentaire, Oui, il etc. y a pas mal de gens qui ont dit que le docu était orienté quoi. Oui, mais en fait, c'est sûr qu'il est orienté, tu vois. Et Tous les docus sont orientés. exactement. Il y a des gens qui sont là, non, le but d'un documentaire, c'est d'être objectif. Je suis là, non, vraiment, jamais vu un documentaire objectif de ma life. De toute façon, si tu poses une caméra et que tu mets play, bah t'es pas objectif Bah, parce qu'on voit qu'une partie des choses. ouais. Donc, c'est Et donc du coup, il commence par ça, par le fait que c'est sorti Making a Murderer et tout ce que ça a fait comme ramdam derrière. Et j'ai utilisé le mot ramdam, c'est pour ça que tu ris. Et en fait, notamment le fait que Stephen Avery et Brendan, et ils sont un peu devenus genre des espèces de sex symboles chelous pour plein de meufs, tu vois. Ah, des gens chelous qui veulent se marier avec des gens. Ah, mais ça, voilà. ça arrive tout le Et temps. en fait, du coup, il y a plein de meufs qui leur oui, écrivent qui tous leur les est en jours, prison machin, et tout. pour leur offrir leur soutien. Et il y a notamment une nana qui devient la girlfriend de Stephen Avery. Et en fait, tu te rends compte très vite dans le documentaire. En fait, lui, il avait une meuf qu'il soutenait beaucoup au quotidien, mais qui est une copine de longue date, tu vois. Et en fait, il a rompu avec elle. Et puis, il se trouve une autre nana qui est, je sais pas, une secrétaire à Las Vegas, donc vraiment à l'autre bout du pays. Et elle vient le voir, elle est là, non, mais je savais dans mon âme que j'allais être la copine de Stephen Avery s'il y avait une saison 2 de Making a Murderer. Et en fait, elle va genre sur les plateaux Dr. Phil, je sais pas ce que c'est, ça a l'air d'être un espèce Ouais, de... c'est un très gros talk show. Talk show, Alors, voilà. sensationnaliste, c'est un peu genre comme de la rue à l'époque. Voilà. Tu vois, c'est Et donc elle va... c'est les affaires genre. Après, on critique mes rêves. Mais non, mais J'avais pas je entendu regarde de plus la la rue télé, je depuis sais des pas ce qu'il y a. Mais c'est pas genre, c'est un peu plus vénère que c'est mon choix, tu vois. C'était comme de la rue Ouais. à l'époque. À la grande époque. Et donc du coup, elle se fait inviter sur ce plateau de trucs et en fait, ils l'appellent et ils appellent Stephen Avery et il est à l'antenne, il le savait pas, tu vois, et il est là en fait, du coup, depuis le début, elle m'a bolosse juste pour être célèbre et pour être vue comme la meuf de Stephen Avery. Et donc c'est un peu, tu vois, genre le mec déjà, il est dans la merde et en plus, Il a la pire vie, enfin, c'est quoi. horrible, c'est vraiment Coupable ou innocent, il a en tout cas la pire Ouais, existence. c'est clair, Parce que quoi. dans tous les cas, même s'il finit par sortir, le gars maintenant il a 50 ans, même Ouais. plus, tu vois, il a passé une très grosse partie de sa vie en prison et une fois qu'il sera sorti, il sera célèbre, donc sa vie elle va être chelou. Ouais. Enfin, en plus il est un peu chelou, tu vois. Enfin, Ouais. c'est chaud. Et il y a un autre truc, La prison ou la casse. c'est et donc du coup en fait tu suis les deux affaires. D'un côté il y a Stephen Avery où il y a la super avocate qui est complètement ouf, qui a 12 000 experts avec elle pour essayer de contrer tous les arguments du procureur. Cruella d'enfer. Et de l'autre côté, vraiment, je te jure, je te montrerai une photo, on dirait Cruella d'enfer. Mais c'est pas négatif, hein, c'est juste, on dirait vraiment un personnage de Disney. Et de l'autre côté, il y a l'affaire de Brendan Dassey, donc en fait, qui repose que sur ses aveux face caméra
qui est limite plus tragique finalement, parce Ouais. que tu sens que lui, il comprend rien à ce qui se Ouais. passe. quoi. Voilà. Et du coup, en fait, il y a aussi cette affaire-là de son côté où c'est 2 autres avocats qui gèrent le cas et qui réussissent à avoir, donc à faire encore appel, machin, nan. Et en fait, il y a un juge, de la Cour suprême de je sais pas quoi. Enfin bref, c'est toujours hyper complexe, mais qui est au-dessus encore du dernier procès, qui invalide la condamnation. Et sauf que, en fait, une fois que le juge invalide, l'État doit choisir, est-ce qu'il fait appel à cette décision du juge, est-ce qu'il libère la personne, ou est-ce que je sais plus, il y a une troisième option que j'ai oubliée. Et bien sûr, ils font appel, car voilà. Et donc du coup, c'est le truc sans fin où t'es là, cool, il y a un dénouement. Non, en fait, c'est la vraie vie, c'est pas une série, donc du coup, t'es encore dans la merde. Et c'est vraiment ça tout le temps. Et donc du coup, pendant l'appel, ils veulent essayer de faire sortir Brendan Dassey pour qu'il rejoigne sa famille et tout. Et le procureur, qui est un nouveau procureur, dit non, mais c'est un danger public, machin, il faut pas le faire sortir. Du coup, il fait un espèce de truc en 48 heures, il faut qu'il y ait un juge qui dise que c'est pas possible qu'il sorte. Du coup, c'est pas possible, il sort pas. Et du coup, sa mère, elle est dévastée. Enfin, c'est vraiment... Bon, moi, je suis désolée, c'est mon kiff et c'est vraiment horrible. Mais c'est vraiment trop intéressant, et c'est surtout genre la manière dont la justice prend du temps, et à quel point c'est important, tu vois, que ça prenne du temps parce qu'il faut que t'aies des preuves solides, etc. Et en même temps, à quel point c'est dévastateur pour les familles, et du côté de la vraie victime, qui est la meuf qui est décédée. Et en fait, ça s'ouvre, je crois, sur un de ses potes. En fait, toute la famille de Teresa Halbach, donc qui est la nana décédée, ils veulent pas communiquer, je pense, avec le crew de Making a Murderer, vu la première saison qu'ils ont fait. Et donc, il y a un de ses potes qui témoigne et qui dit, en fait, que ça soit Stephen Avery ou pas, quelque part, je m'en fous, tu vois. Moi, ma meilleure pote, elle est décédée et elle est pas là. Et c'est pas que ça soit lui ou quelqu'un d'autre qui va changer le truc. Et en fait, ça fait 10 ans qu'on remue le couteau dans la plaie. Et du coup, je pense qu'il y a aussi un côté pour la famille. Enfin, toi, quand t'es devant le truc, t'es là, mais putain, mais c'est pas lui. Enfin, genre, vraiment, il y a tellement de trucs chelous que c'est vraiment bizarre. Et en même temps, tu te dis, je comprends que la famille, de son côté, il soit là, genre, non, mais en fait, laissez le mec en prison, il a été condamné, et laissez-nous tranquilles, car Oui, carrément. on aimerait ne plus avoir à gérer cette affaire, tu vois. Et il y a notamment un moment donné où c'est à la première condamnation, du coup, en 2006, où c'est un des frères qui prend la parole à propos de Brendan Dassey, qui a été condamné pour c'est prison à perpétuité, libération conditionnelle en 2048, tu vois. Du coup, c'est là, bon, ok, t'as le temps de voir venir. Et le mec dit, bah en fait en 2048 j'aurai tel âge, et j'espère que d'ici là je penserai pas à eux. Et je suis là, mec, dommage, il y a un documentaire sur dommage, il y a toute cette Netflix. affaire. Tu connais Voilà. Netflix. Et bref, bah c'est vraiment hyper intéressant. Après, du coup, je sais pas, là je suis à l'épisode 6, donc j'ai hâte de voir la suite et de voir s'il y a des trucs qui se débloquent ou pas. Et en même temps, En fait, c'est la vie, tu vois. C'est la vraie vie, c'est de l'actualité. Ouais. On le saurait si l'un des deux avait été libéré, par exemple, tu vois. Bah, en fait, Netflix, il faut quand même qu'ils aient du temps de montage et tout. Donc, tu vois, ils vont pas sortir un épisode spécial demain en mode Stephen Avery libéré et tout. Mais en fait, ce qui est intéressant, même si c'est un peu morbide comme histoire, c'est vraiment le côté, déjà pour piger le système judiciaire américain qui est une usine à gaz de ouf. c'est très complexe, ouais. Et bah ouais, le côté en fait, à quel point la justice, si t'es pas du bon côté de la justice, ça peut être, même si t'es innocent, ça peut être hyper compliqué, quoi. Après, ça va au-delà de la justice, c'est toute l'administration, quoi. T'as les flics, l'État, l'appareil judiciaire aussi. Et en fait, je trouve que ça pose des questions hyper intéressantes sur la culpabilité, en fait. Que tu sois coupable, combien de temps t'as devant toi pour... Enfin, tu vois, là, lui, il est à perpétuité, donc c'est énorme. Et en même temps, tu vois, les gens du côté de la famille, ils sont là. Non, mais en vrai, par exemple... Brendan Dassey, il est censé sortir en 2048 si rien ne se passe d'ici là. Et en fait, les gens de la famille, ils sont là, bah, nous, on voulait qu'il prenne perpétuité de A à Z, en fait, qu'il n'y ait pas moyen qu'il sorte. Et du coup, c'est vraiment un peu ce truc de le bien, le mal. Peut-être il y a un entre-deux, peut-être on peut arrêter enfin, tu vois, aussi donner des deuxièmes chances aux gens. Et du coup, moi, ça me fait me poser pas mal de questions là-dessus. Je trouve ça hyper intéressant. Et il y a aussi un autre truc, c'est que le premier procureur, donc, qui a géré la condamnation de Brendan Dassey et de Stephen Avery, qui s'appelle Ken Kratz, est un zinzin, mais pas possible. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, là, dans cette saison, où Brendan Dassey, il y a une nouvelle audition auprès, du coup...
des juges au niveau de l'État ou parce que enfin tu vois genre ils ont fait Oui, t'as le genre côté la ville, fédéral le comté, ouais, c'est l'État, vraiment mes couilles, enfin c'est long. c'est vraiment hyper long et donc ces juges là font une nouvelle audition de l'avocate et du procureur pour savoir qui de l'accusation ou de la défense va réussir à gagner ce truc et Ken Kratz donc qui est lui à la retraite depuis je sais plus combien de Ouais, temps il est et tout. super vieux maintenant. Eh ben, il fait une conférence de presse à la sortie de ce truc-là en disant moi je pense que Brendan Dassey il est coupable et tout machin et lui il est zinzin, il a écrit un livre qui s'appelle Avery et en gros dans le bouquin il dit je pense que enfin il dit sur tous les plateaux de télé que pour lui Stephen Avery c'est un psychopathe. Source rien, enfin tu vois genre il y a juste le mec a décidé que alors il explique, il a une théorie dans son bouquin que Stephen Avery, comme il a été faussement incarcéré pendant 18 ans, machin, il voulait se venger et que du coup, il avait prévu depuis le début de tuer Teresa Halbach parce que je sais pas quoi et tout. Enfin, vraiment, t'es là, tu lis des phrases du bouquin, t'es là, mais quoi ? T'es fou. Et vraiment, il est invité sur tous les plateaux télé. Et tu te dis, en fait, il y a un mec qui est en train de faire de la diffamation, qui est en fait un ancien mec de la justice. Ouais. Qui passe son temps sur les plateaux télé à dire que t'es la pire personne au monde et tout, sans aucune source, juste t'as décidé que. Source, je le sens pas. Ouais. C'est vraiment ça. Et du coup, en face, l'avocate de Stephen Avery, elle est là. En fait, il y a peut-être un moment donné où je vais pouvoir porter plainte contre toi parce que t'as pas le droit de faire ça. Normalement, t'es un ancien procureur de la oui, t'es censé être au courant que t'as pas le droit de faire ça. Et du coup, t'es pas censé porter en diffamation les gens comme ça de manière enfin juste parce que tu travailles plus sur ce cas mais bon t'as quand même un avis sur la question tu vois t'es là ok c'est vraiment très bizarre donc voilà ils sont tous zinzin et c'est très intéressant. Très bien. Yes. Ça m'a donné envie. Moi, j'ai regardé que les 4 premiers épisodes de la saison 1 et je sais pas pourquoi j'ai arrêté de regarder parce que je trouvais ça intéressant. Et puis Netflix a fait que j'avais d'autres trucs à voir. Ça m'a donné envie de voir la deuxième saison et de me replonger dans la première parce que j'avais complètement oublié la moitié des trucs qui s'étaient passés. Il y a vraiment beaucoup d'informations et c'est vrai que des fois Mais moi, j'ai trouvé ça douloureux à regarder. Enfin, vraiment, les premiers épisodes, j'étais là. Ouais, c'est pas Jojo. Oh putain. Bah ouais. Voilà. Oui, bah c'est toujours pas très Jojo. Hein. Ah bah, mais en fait, moi ce que j'ai. Ça m'a l'air de moins en moins. Ça fait Making a Murderer au bout d'un moment. Voilà. T'es pas là dans le pays des bisounours, quoi. Et mais ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est la manière dont la meuf avocate bosse avec Stephen Avery sur toutes les preuves et tout. Et après, vraiment, c'est un peu genre une Donald Trump. Elle communique vachement par Twitter en disant genre attention, je vais révéler des trucs de ouf. #Making a Murderer, machin. Du coup, je suis là. Est-ce que j'ai envie de te croire parce que t'as l'air un peu folle aussi. Pourquoi tout le monde est fou? Et du coup, mais en même temps, elle est vraiment hyper intéressante et je trouve ça hyper intéressant en fait de voir tous les trucs auxquels elle pense et elle dit en fait je comprends pas pourquoi ils ont pas amené quelqu'un qui s'y connaît en traces de sang sur le premier procès. Parce que c'est un complot. Et en fait, je pense juste parce que ça coûte cher aussi et que c'est un truc où elle, tu vois, c'est une avocate hyper célèbre, elle a gagné 17 procès, donc à mon avis, elle a là les thunes. Oui, ouais, mais qui la paye, ça c'est... Et ben en fait, je pense que... Elle va se payer sur les thunes qu'elle récupérera à la fin du procès. Exactement. Je pense que c'est ça. Et après, pour elle, c'est aussi. Après, je vais pas faire le PR machin, mais c'est aussi une visibilité. Tu vas, oui, c'est sûr qu'elle soit sur ce cas-là, c'est pas hyper étonnant, mais je sais qu'il parlait dans la saison 1 parce qu'en fait, il avait quand même fini, avant d'être recondamné, il avait récupéré un peu de thunes de l'État pour sa condamnation à tort, sa première incarcération à tort. Et il me semble que, en fait, assez vite, quasiment toute la thune qu'il avait récupérée, qui était genre, je sais pas, entre 10 et 30 000 $, ce qui est pas mal, mais par rapport à ce qu'il demandait, c'était rien. Ouais. Pour 18 ans de ta vie, quand même. Quasiment tout était passé dans payer ses avocats et puis pour ce nouveau procès. Ah oui, c'est ça. Et puis essayer d'entretenir un peu ses vieux parents et tout. Enfin, en fait, ça va vite, tu vois, la thune, si tu peux pas en gagner parce que t'es en prison. Exactement. Et, oui. Et du coup, là, tu vois, donc l'avocate, elle dit, en vrai, un morpho-analyste de trucs de traces de sang et tout, bon, c'est un expert, ça coûte 20 000 $. Je suis là, yes. Et qui a les sous du coup? Qui les a pas? Après, c'est les prix américains, quoi. Une ambulance aux États-Unis, c'est 8 000 $. Ouais. Voilà, le système de santé, il est là pour que tu meurs. De toute façon, aux États-Unis, il est pas pour te sauver, pour te donc du coup, c'est aussi ça qui est intéressant, tu vois, c'est que et aussi, elle est obligée
en tant qu'avocate qui fait appel, machin, de décrédibiliser le travail des anciens avocats de Stephen Avery. Qui étaient trop choux dans mon souvenir dans la saison 1. Franchement, ils étaient trop choux, Alors, c'était les plus purs. Et ils étaient pas zinzin. Ils sont pas zinzin. Cela dit, au début de la saison 2, là, ils font un espèce de truc en mode interview des anciens avocats qui ont depuis décidé de faire le tour des États-Unis pour parler d'un nouveau système judiciaire et tout. Et il y a un moment donné, quand même, je fais pause, je vois le ticket, le machin, ça coûte $55. Je suis là, oui. Donc, Mais c'est des conférenciers, ça se paye. Voilà. Les conférenciers, écoute, c'est normal. mais Bon. du coup, et à un moment donné, ils disent oui, c'est pour éduquer les gens, machin, et puis même les plus démunis, je suis là, $55, les plus démunis, on n'a pas la même notion. Peut-être qu'il y a de- des programmes de crowdfunding pour des billets, on ne sait pas. Mais donc voilà, je reste un peu prudente quand même avec Making a Murderer. Je suis pas en train de me dire waouh, tout ce qu'ils disent c'est vrai et c'est un gros complot et machin. Et en même temps, c'est vraiment hyper intéressant de voir ce truc judiciaire et à quel point c'est complexe et en même temps, heureusement, parce que si on pouvait défaire toutes les condamnations en 2 jours et en 2 temps 3 mouvements, ça serait dommage. Oui. Voilà. Après, c'est intéressant aussi ce truc-là. Tu vois, c'est le moment où t'as l'État contre toi. Comment tu t'en sors? C'est pas évident. En France, un des cas les mais plus de ouf. célèbres, c'était, il y avait un film qui s'appelait Le Pullover Rouge sur un mec qui avait du coup été exécuté à tort. Donc à l'époque où on avait encore la peine de mort. Et je crois que c'est d'ailleurs l'un des cas qui avait poussé derrière Badinter à pousser pour l'arrêt de la peine de mort en France. Et c'est pareil en fait. Le mec, surtout, donc c'est un film, c'est romancé, c'est pas vraiment des images de cul. Mais tu vois, pendant 1h30, l'État qui a décidé que c'était toi, et malgré les preuves qui sont ratées, et donc ce fameux pullover qui est trop grand pour lui et qui donc n'est sans doute pas Ah, lui. son pullover, Ouais. mais c'est la pièce maîtresse de l'accusation. Comment en fait il y a des moments où tu peux rien faire si t'es un nobody, pas de thune, pas de machin. En fait, si l'État il a décidé que c'était toi et que t'as pas le coup de bol d'avoir un avocat qui va défoncer le truc, et ben t'es kéblo. L'État de droit, quand il se retourne contre toi, tu fais quoi? Hein, dis donc. Cool. Non, mais du coup, après, Enjoyment. c'est toujours marrant. Moi, ma série préférée, c'est The Wire. Et en fait, je l'aime bien parce que t'as vraiment ce côté où à la fois t'as. Donc, The Wire, c'est une des rares séries policières où tu vois à la fois le côté des flics qui sont en train d'enquêter, qui sont en train de galérer dans leur administration parce que régulièrement, on leur dit elle est où la drogue et l'argent? Ils sont où les condamnés? Amenez-les nous. Et eux, ils disent oui, mais non, il faut qu'on remonte toute la filière. Et la presse et les chefs de police, ils disent non, on a besoin de faire du média. Il nous faut des accusés maintenant. Du coup, ils peuvent jamais remonter la filière ou avoir les thunes pour vraiment faire l'enquête. Et de l'autre côté, t'as la partie en fait avec les dealers et l'organisation des dealers. Et du coup, en fait, c'est aussi toute une cause, la pauvreté, pauvreté sociale et ainsi de suite, qui fait qu'en fait, les mecs sont aspirés dans ce circuit-là, qu'ils n'arrivent pas trop à en sortir et que derrière, ils essayent de se faire des thunes, de rentrer dedans, d'en sortir, de pas réussir. Ouais. Et en fait, comment la guerre contre la drogue marche pas et comment la société aide pas des populations pauvres à s'en sortir par d'autres moyens. Et donc, dans The Wire, ce qui est marrant, c'est qu'à chaque... Intéressant, à chaque saison, tu montes d'un cran. Au début, tu es au niveau du commissariat local. Après, deuxième saison, tu es au niveau un peu genre les demandes de l'État au commissariat. Le troisième, c'est sur les chiffres. Donc vraiment les statistiques, la lutte contre la drogue et la police, c'est des chiffres qu'on donne aux médias. Donc comment on crée et on fabrique ces chiffres et comment on les demande. Donc c'est là, ces chiffres sont-ils si réels que ça? Le quatrième, c'est sur l'éducation. Justement, pourquoi en fait on n'arrive pas à sortir d'un système pression. Et le cinquième, la dernière saison qui est un peu moins bien mais qui est intéressante quand même, c'est sur les médias, comment les médias traitent tout ça. Ok, c'est hyper intéressant. Et t'as encore ce truc de l'appareil où que des gens qui ont envie de faire bien leur travail dans un appareil qui est un peu malade, en fait, finissent par ne pas apporter forcément d'eau au schmilblick. Très bien. Le podcast du qui fait de la bonne humeur. Yeah, Le yeah, podcast yeah, de yeah. Laurence. Très intéressant. Mais oui. Ah. Mais j'ai pas vu The Wire, donc je regarderai. Mais je crois que Très j'avais bien, il y a commencé à Dominique regarder. Sopelin. Ouais. C'est pas sur Netflix. Il y a Idriss Elba aussi. Ouais. At Netflix, France, STP, mais The Wire. J'avoue, Et les ouais, Sopranos. c'est clair. Bisous. Ah, mais c'est HBO. C'est pour ça que c'est pas sur Netflix. At HBO, STP, ça fait 10 ans. Lâche les droits à Netflix France. Merci. C'est cool. Bisous. Est-ce qu'on enchaîne avec vos gros kiffs? Car j'ai beaucoup parlé. Mais t'as le droit comme tu fais que un kiff. Oui, c'est Tu fais un double kiff. Gros kiff. Ah, j'ai encore fait Motus, putain. Tu veux y aller, Cal? On garde le même ordre, comme Allez. ça t'es pas perturbé. Yes. Moi, mon gros kiff risque de vous surprendre.
Oui, c'est vrai. En plus, oui. On dirait un Bah, on attend. titre Je putaclic. tease. Non, c'est drôle, ça aurait pu. Nos gros kiffs auraient pu être inversés. Ça aurait pu être mon kiff. Ce que je vais dire, ça aurait pu être le tien. Oh. Car mon gros kiff, c'est le carnet de voyage. Oh. Oh. Est-ce que vous êtes choqués? Ah, je m'attendais pas à ça, ouais. Eh ben voilà. J'ai cru que t'allais dire Casey Neistat, j'aurais beaucoup ri. Moi-même, j'étais choquée. Car la semaine dernière, je suis rentrée à Levallois-Perret pour aller dormir chez ma mère, comme je fais régulièrement maintenant. Et en fait, j'étais en train, comme j'ai refait mon appartement, ça aurait pu être mon gros kiff, j'ai réagencé tout mon appart, j'ai acheté des bougies, des fleurs séchées. Des fleurs séchées, des Elle a viré vases. l'armoire, elle a acheté une Hier, table j'ai mixeur. encore craqué, j'ai acheté un photophore immense en osier bleu, enfin des trucs magnifiques. C'est J'ai quoi acheté plein de quoi, choses. C'est quoi un C'est un photophore truc où tu mets la photophore, bougie c'est pour dedans. mettre une bougie. C'est le truc joli autour de la bougie, quoi. Ah, ok. Et donc voilà, j'ai refait mon appart. Et donc je fouinais chez ma mère à la recherche de quelque chose à mettre chez moi. Tu vois, je cherchais à voler ma mère. Et donc, je vole des livres dont elle m'a bien sûr dit « Tu touches jamais à cela !» Bien sûr, je les ai pris. Et en les mettant dans mon sac. Et en faisant le tri, j'ai trouvé un carnet de voyage que j'avais écrit moi-même. Ah, c'est vrai. Et t'avais oublié. Mais j'avais oublié. Et donc, je tombe sur un carnet Kenzo, toujours très chic. Insupportable personne. Et j'ouvre et je vois un carnet de voyage Kalindi Inde 2013, je sais plus. Je fais putain, c'est mon carnet de voyage quoi. Et je me dis bon, comme une bolosse, j'ai dû écrire 2 jours et puis après, et non, il était rempli. Ton meuf Oh. 2013, Alors. c'est il y a 5 ans, t'avais oublié que t'avais rempli un cahier de voyage il y a 5 ans. Mais complètement, mais j'oublie Ah ouais. ce que j'ai fait la semaine dernière, donc il y a 5 ans. Et donc j'ouvre, et là j'ai été pris, j'étais absorbée comme ça par mon propre carnet de voyage, et je me suis dit, bah génial, je vais le ramener à la maison, ainsi qu'un autre carnet que m'avait cette fois-ci confectionné mon ex Chris. Alors là, on doit être dans le tartanfion, en veux-tu, en voilà, il est mignon à crever, mais chaque page c'est une photo de nous deux avec un commentaire en anglais, parce qu'il était allemand, donc on communiquait en anglais, donc avec un commentaire, un petit dessin, des chansons qu'il m'avait écrites dans un français, voilà. Le carnet. Et sur la première page, il y a les premiers mails qu'on s'est échangés. Ah, tu peux ramener celui-ci. Oh my Ah god. bah je vous le ramène demain. Ah, yes. Vous allez voir, c'est le truc Je n'osais pas demander. Merci, c'est le plus cuculapraloche. Et j'ai vu ça et j'ai dit, moi j'ai été contente de recevoir ça un jour parce que vraiment je déteste les trucs cuculapraloches. Bon bref. Et du coup, je suis rentrée chez moi, j'ai obligé la personne qui partage ma vie à écouter tout le récit de mon voyage en Inde. Putain, mais il est vraiment patient. Hein. J'ai lu tout, du premier mot au dernier. Et ce qui est très drôle, c'est que je vous passe plein de passages, mais il y a des moments où j'ai ri, parce que je me suis dit, mon Dieu, mais je suis vraiment bizarre. Parce que donc, du coup, au milieu de plein de récits de voyages, et on était dans telle montagne, on faisait machin, on prend un bus, il y a des petits moments où j'écris, voilà, là, j'étais en train de me balader avec Tim, mon pote avec qui je suis partie en Inde. Et là, quelle ne fut pas ma surprise, le plus beau moment de ma journée. Là, je me dis putain, j'ai fait une rencontre incroyable. Non, pas du tout. Une petite boutique qui vendait des trucs à sauce tombés du camion. Voilà. Yes. Tellement toi. Et il y a 3 pages sur mon Dieu, là j'ai trouvé une petite robe avec des froufrous. Enfin vraiment, je suis là. que tu as bien sûr putain, oublié yes. depuis qu'il est dans ta cave. Bon, j'ai dû la. Oui, clairement. Ou Bon, non, que j'ai dû la brûler. Queen depuis. Camille a récupéré, je ne sais pas. Peut-être quelque chose dans ce goût-là. Et voilà. Et du coup, j'ai vu ça et je me suis dit, mais c'est génial. Quand je pense que depuis, j'ai fait au moins 6-7 gros voyages et que j'ai rien noté, alors que quel kiff que 5-6 ans après, retomber là-dessus et de se dire, putain, j'ai fait tout ça, j'avais oublié. Ça, c'est qui lui? Bah oui, c'est vrai que je rencontrais ce gars-là, il était sympa. Bah, dis donc, il m'a fait un massage du cuir chevelu, enfin, tu vois. Et vraiment génial. Hyper drôle. Et voilà, du coup, j'ai remis la main aussi sur le carnet que m'avait offert Chris. Et j'étais ravie de redécouvrir comme ça mes jeunes années au détour de pages. On ne le dit pas assez. Écrivez. Ah non, mais complètement. J'en profite pour faire un petit pont vers autre chose, qui est que hier, donc l'hier du jour où on enregistre le 2, c'est-à-dire le 1er novembre, est-ce que c'était clair? Oui, le 1er novembre. Donc. Le 1er novembre. C'était le premier jour du NaNoWriMo.
C'était le premier jour du c'est pas vraiment un concours, mais du challenge créatif NaNoWriMo, qui consiste en t'as un mois pour écrire un bouquin. Et donc hier, je me suis réunie avec Clémence Bodoc et Mathilde, qui est en charge de l'opérationnel chez mademoiselle.com, pour écrire... pourquoi tu rigoles ? Est-ce que tu présentes bien les gens ? Merci. Pour écrire, pour se lancer, mettre le pied à l'étrier, commencer. Et donc on est arrivé, j'ai écrit chapitre 1 en me disant je vais jamais y arriver. Et j'ai écrit 8 pages. Bon, c'est des pages écrits gros, hein. Mais bon, bref. Mais j'étais ravie. Tout ça pour vous dire que c'est lié. Hein. C'est pour ça que j'en parle, sinon je me permettrais pas. N'hésitez pas, si vous habitez à Paris, ou alors que vous êtes à Paris pour les vacances, ou pour d'autres raisons, bref. Avec Clémence et Mathilde, on va se rejoindre plusieurs fois dans le mois pour écrire toutes les 3 ensemble. Vous êtes les bienvenus si vous souhaitez participer à l'événement à nos côtés. Voilà. Ah, c'est où ? Moi, j'ai trop envie de le faire. Bah, en fait, on a dit qu'on allait changer à chaque fois. Hier, on était à la recyclerie dans le 18e arrondissement, métropole de Clignancourt. Mais parce que c'est un grand établissement, hyper agréable, avec des grandes tablées, donc c'est hyper convivial. Mais ça va changer à chaque fois. On va faire un lieu différent. La prochaine fois, je crois qu'on va au bar à Bulle, mais rien n'est acté pour l'instant. Donc, on vous tiendra au courant, bien sûr, chers auditeurs et auditrices. C'est beau. J'aime bien quand tu dis ça. Mais oui, moi je suis d'accord avec Kalindi, notez les trucs que vous faites dans vos vies, car c'est la meilleure chose. J'ai un problème avec le fait d'avoir peur d'oublier les trucs. Non, mais j'ai fait une seule fois un carnet de voyage dans ma vie parce que il y a 6 ans, il y a 5 ans je crois, j'ai eu la chance d'aller au Japon avec ma grande sœur qui elle y allait régulièrement pour le boulot et j'ai réussi à mettre assez de côté pour aller passer 2 semaines là-bas avec elle qui était déjà sur place et je me suis dit, comme on a été en octobre, je me suis dit bah pour son Noël je vais lui faire un cahier de notre voyage. Du coup j'ai récupéré tous les tickets de caisse, des cartes postales, des machins des cartes de visite des restos où on a mangé et tout. Et alors évidemment, comme je suis une bolosse, je me suis retrouvée le 23 décembre à faire ça. C'était beaucoup plus long que prévu. Voilà, j'ai collé des trucs dans un cahier. J'avais pas le bon cahier, ça m'a saoulé. Bref, mais je l'ai fait. Et du coup, j'avais pas du tout assez pour remplir tout le cahier, donc je lui ai dit bah comme ça, tu pourras mettre tes photos à toi et ça fera l'autre moitié du voyage. Mais c'est juste un truc de branleuse qui a pas compté les pages. Mais du coup, je me souviens beaucoup mieux de ce voyage que des autres parce que j'ai pris le temps de. En fait, tous les jours en cachette, je notais. Ok, jour 1, on a fait ci et ça. Rappelle-toi. Là, on était coincés à la gare comme des bolosses et tout. Et du coup, j'ai pensé pendant le voyage à noter pour avoir des billes pour lui refaire tout. Et je suis hyper contente d'avoir fait ça. Elle a été très touchée de le recevoir. Et je me dis qu'il faudrait que je fasse ça un peu plus. Et oui. Mais bon, après, est-ce que j'ai envie de faire dans mon carnet de voyage, cher journal, je suis à Majorque, il fait 33 degrés, je sue et je joue à Skyrim avec une bouteille congelée sur le ventre car je suis fort et ça 3 jours d'affilée, tu vois. Et après, je vais le relire dans 6 ans et je vais me dire putain, t'étais à Majorque et t'as vraiment passé tes après-midi à jouer à Skyrim parce que t'avais chaud. Est-ce que ça te surprendra de toi-même ? Très peu. Bah Sauf voilà. si je fais ce truc chelou tu sais, il y a des gens, ils font leur crise de la trentaine et ça y est, ils se mettent au sport et tout, ils deviennent hyper actifs, machin, ils quittent leur mec, ils changent de vie, bah ça se trouve, je vais faire ça et dans 6 ans, je serai là. Quoi ? Comment j'ai pu me laisser autant aller ? Mais j'y crois bof, car ce n'est pas moi. C'est possible que dans 6 ans, tu joues encore à Skyrim d'ailleurs. Hein. Oui. Oui, très probable. Précisément le Oui, même. car j'adore tourner en boucle dans ma vie. Game of Thrones, Skyrim, Game J'ai of fait Thrones. King. Putain. Et parfois Zelda. Zelda, c'est une découverte. C'est vrai, je n'ai pas l'historique Zelda. 31 fais ans mon gros après. Oui, Mimi. Bah oui. Oui, C'est allons-y. quoi ton gros kiff, Je Mimi, regrette enfin énormément d'avoir choisi ce gros kiff car j'ai extrêmement faim et c'est un gros kiff culinaire. Alors en fait j'ai commencé à faire ce que Loulou fait, c'est-à-dire que j'ai un truc dans mon téléphone qui s'appelle idée de kiff où je note dès que j'ai une idée parce que sinon j'arrive toujours en me disant de quoi je vais parler et en sortant je me dis oh non j'aurais dû parler de ça. Donc j'ai ouvert mon idée de kiff et j'ai vu noter les moules du resto à Avignon. Donc j'étais là quoi ? Et après je fais ah oui. Donc l'histoire c'est que il y a déjà quelques temps, nous étions avec une partie de la team Mademoiselle, dont Kalindi et Louise, au Frames Festival à Avignon, qui est un festival autour de la culture vidéaste et youtubeur. C'était vachement cool, merci pour l'invitation, c'était trop bien. Et donc, en 2 jours, en fait, entre les événements que Mademoiselle faisait et les événements auxquels on voulait aller, on a couru un peu partout. Et le dernier jour, avant d'aller prendre notre train, on s'est posé dans un resto trop bien à Avignon, dont j'ai oublié le nom, mais je vous le mettrai quelque part. C'est genre le Moulin quelque chose. Apparemment, c'est connu à Avignon. Et donc, comme c'était dimanche, c'était un peu spécial. Il y avait genre soit assiette de légumes, soit assiette de poisson, soit un brunch et un truc avec une viande rouge. Et je me suis dit, ça a l'air d'être un resto super bon.
et j'aime pas trop le poisson, sauf super bon. Donc je vais pas prendre la pièce de bœuf comme je fais l'intégralité des fois dans ma vie. Je vais pas prendre le brunch parce qu'il y a moitié de sucré et j'aime pas le sucré. Je vais pas prendre les légumes parce que je vais Faut pas pas manger déconner. que des légumes car j'ai très faim et qu'il est 15h déjà. Donc je me suis dit, allez, je prends l'assiette de poisson, on ne vit qu'une fois. Et en fait, l'assiette est arrivée et c'était moitié poisson, moitié fruits de mer, ce qui n'était pas indiqué. Je n'aime pas les fruits de mer dans la vie. Surtout, j'aime bien les crevettes, mais tout ce qui est dans des coquilles, je suis là, vraiment... T'es chiante en fait. Mais À c'est table. mou, la texture elle est chelou, tu vois. Et donc je me suis dit, c'est là, ça a l'air très très bon en plus, je vais pas râler. Et du coup, je me suis forcée à manger des moules et des couteaux. Et c'était tellement bon, j'étais là, yes. Mais Je suis oui, trop mais c'est le contente principe des fruits de mer, c'est que c'est délicieux. Non, mais j'ai vraiment mangé des moules plein de fois dans ma vie et j'étais là, ok, c'est chelou. Tu te souviens pas de la fois où elle a dit les moules, j'ai testé plusieurs fois, c'est bon, c'est acté, j'aimerais jamais ça. Oui, et ben là, mais en même temps, il y en avait 3. Donc j'en ai mangé 3, tu vois. Moi, le délire des moules, c'est aussi pourquoi tu manges une marmite entière du truc, quoi. Il y en a un peu, ça va, je peux faire avec, mais une marmite entière de trucs. Mais comme les plateaux de fruits de mer, je suis là, putain, on tourne un peu en rond culinairement. Ne me tape pas, Kalindi, je sais. Alors qu'une grosse Tu auras pièce de ton droit bœuf, vraiment une Là, on est bien, tu vois. illumination de plein de Tu saveurs auras ton droit de différentes. réponse, Kalindi. J'ai même pas envie de répondre. Ah, non, faut- Elle boude. Non, et du coup, j'étais contente de manger des trucs que j'aurais. En fait, s'il y avait marqué poisson et fruits de mer, je l'aurais pas pris. S'il y avait marqué en plus qu'il y aurait des couteaux et des trucs chelous que j'ai même jamais vu cuits de ma vie, j'aurais pas pris. Et je suis sortie très légèrement de ma zone de confort. Et j'en suis très contente car c'était vraiment délicieux. Et j'ai également appris que Dorothée, chef du pôle vidéo chez Mademoiselle, sait décortiquer une gambasse avec fourchette et couteau en 3 secondes chrono, hyper propre. J'étais là, waouh! Amazing. Parce que comme j'aime pas les fruits de mer, j'aime pas en partie ceux qui ont trop de pattes, trop d'yeux et trop d'antennes. Et la gambasse n'était pas décortiquée, j'étais là, j'adore les gambas, mais je peux pas la toucher, j'aime pas. Et du coup, Dorothée, elle m'a aidée. Voilà. C'est très gentil de ça. Je me souviens avoir été vraiment choquée quand j'ai entendu dire Mimi a dit vraiment oh elles sont bonnes les moules et j'ai fait quoi mais t'es pas censé pas Ben, j'étais la première j'ai pas- choquée. Mais les moules un peu grillées avec du citron, c'est bon. Le saviez-vous? Non mais toi je sais, toi il te faut une moule gratinée. Mais oui, mais Mais c'est ça, ça je sais qu'il pas, faut. tu vois, non, tout ce qui est fruits de mer. Mais si, On est mais d'accord, c'est gratiné, ça. il y a un bail de fromage ou de miettes dessus, Alors de pas chapelure, forcément. là. En fait, tu peux la faire la moule gratinée, tu peux l'avoir juste au beurre d'ail, tu sais comme les escargots, juste comme ça et tu les passes au four. Ouais. Ou alors tu l'as avec de l'emmental râpé en effet et là ça. Tu peux Parce les que faire de base, gratiner à plein fromage de et trucs. trucs qui vivent dans la mer, je suis là, non merci. Genre à la scaramozza et tout, comprends. c'est trop bon, ça donne un petit goût. C'est quoi, la fumé. En plus, scaramozza c'est une sorte de mozzarella fumée. C'est pas vraiment Ok, de la qui coûte mozzarella. mais Extrêmement cher. mais qui est extrêmement très cher. bonne en fait quand tu la fais fondre. Et en gratin sur des moules, ça donne un petit côté fumé comme ça à ta moule qui est elle-même un peu iodée. Ah oui. Moule Je fumée. suis pas sûre d'être Trop prête d'activité. pour les moules au fromage. Peut-être au beurre d'ail, parce qu'en vrai, à la fin, C'est du beurre ça d'ail. sent l'ail et le persil, c'est délicieux, mais bon, t'as pas trop le goût de ce qu'il y a dedans. Et par contre, les huîtres, je ne peux pas physiquement me forcer à manger des huîtres. Et les essayé. couteaux du coup, t'en Les as pensé couteaux, quoi? j'en ai mangé un, j'étais assez pas mal. Il y en avait genre 3, j'en ai mangé 2, j'ai donné le dernier à Fab parce qu'il aime bien ça. Et que j'ai pas aimé de ouf, mais au moins je l'ai mangé et j'en ai repris sans avoir envie de crever, quoi. Moi, c'est mon truc préféré. Un jour, je me suis engueulée avec une meuf que je déteste, qui fait partie de mon groupe étendu de potes. Et vraiment, je la déteste, elle me déteste. Bon, c'est acté, tout le monde le sait. Il y a pas de, tu vois, on le dit. Voilà, c'est ouvert comme ça. Et un jour, elle m'a rendu encore plus zinzin parce que j'étais en train de dire, moi, j'adore les couteaux, mais je racontais ma life. J'étais même pas concernée par la chose. Bref, même pas, j'y parle. Et je disais, ouais, les couteaux. Elle me fait, non, mais ça se cuit pas comme ça, les couteaux Kalindi. Moi, je vais t'expliquer comment on cuit les couteaux. J'étais là, je te hais plus que tout. Je lui dis, mais meuf, moi, ça fait des années que je fais des couteaux, d'accord. Et là, c'est parti sur une guerre de qui fait mieux les couteaux, qui était aberrante. Les Ah, La daronnerie, Non, il n'y a pas besoin d'être daron pour aimer Non, cuisiner. c'est clair. Arrêtez de dire ça, c'est Ouais, chiant. ouais. Non, c'est un Euh, truc de. embrouiller un truc avec de une meuf ouais. parce que qui c'est qui fait mieux là, ce plat spécifique, c'est un truc Ah de non, daron. mais c'est un truc de punk, c'est un combat de gang, c'est pas du tout la daronnie. Attends, sérieux. Contraire, quoi. Et du coup, Kalindi, comment on cuit les couteaux? Eh ben alors, c'est très simple. En fait, ce qui est chiant, c'est juste les couteaux, ils crachent beaucoup de flotte. sable et de flotte et de sel. Donc, juste, on les fait soit bouillir, soit il y a des gens qui sont partisans de tu les fais directement à la poêle dans du beurre avec du persil et de l'ail. Et en fait, elles s'ouvrent et elles crachent pas mal l'eau salée et le sel. Et ma mère, elle le fait comme ça, par exemple.
Et quand tu les fais à la poêle, le mieux, c'est de terminer la poêle au four. Et là, ça... Du coup, t'as pas du sable dans ton beurre? Bah, en fait, t'es censé après écumer un petit peu la sauce, tu vois, et la passer au tamis. Comme ça, au moins, t'as pas tous les trucs dégueulasses, mais t'as le bon goût de la sauce et le bon beurre qui va bien. Mais et du coup, je sais plus ce qu'elle disait. Bon, bref, on n'était pas contente sur la cuisson. On n'était pas en accord sur la cuisson des. Voilà, un des plus grosses fights de ma vie, hein, cette histoire de couteau. Donnez-nous vos recettes de couteaux à lesmeilleurs-couteaux@mademoiselle.com. Et Kalindi vous répondra personnellement pour vous dire que vous avez tort. Un excellent épisode du meilleur podcast, le meilleur couteau. Tout à fait. Exactement. Donc le meilleur podcast, pour ceux qui ne savent pas, c'est un podcast de Cyrus North et Tom Aguilar, oui, qui font le meilleur quelque chose. Et donc Kalindi a participé il y a peu à leur podcast. C'était n'hésitez le pas. meilleur monstre. C'était le meilleur monstre, tout à fait. Voilà. J'ai pas brillé par mon humour. Arrête. Non, mais pas par mon humour. C'est vrai. C'est qui le meilleur monstre pour toi Bah, tu écoutes le. écoute pour ce moi, podcast. c'était The Thing, de la créature de John Ah ouais, Carpenter. elle est stylée, ouais. Pour plein de raisons, parce Mais qu'en fait. spoil pas tout. Oui, voilà, je spoil pas. Écoutez le meilleur podcast. Voilà. Allez, écoutez. Cédric. Ouais. Le gros kiff. Moi, Le mon recul gros, de Cédric. mon gros kiff, c'est un livre que je suis en train de lire et qui est un livre de mon copain Codex Urbanus. Yanus. On l'adore. Et en fait, il a publié un bouquin il y a... On est quoi? Attends, le 2, donc c'est publié le 9, il y a 3 semaines, qui s'appelle « Pourquoi l'art est dans la rue ?» Donc, Oh. En fait, pour remettre le contexte, donc Codex Urbanus, c'est un street artiste. Donc, par définition, il dessine des choses dans la rue. Lui, il dessine des espèces d'animaux, des chimères, donc des animaux inventés. Donc, ça va être une crevette avec une tête d'éléphant et des pattes de scarabée, ce genre de truc. Et il les dessine un peu à la façon d'un Da Vinci, comme si c'était vraiment un codex, donc une collection de dessins scientifiques, en leur donnant un nom latin et un numéro de figure, genre figure 402, Larvae dégueulassus, ou je sais pas quoi. Tu vois. Et du coup, il crée ce bestiaire urbain, machin. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça fait quoi? Ça fait, depuis les premiers graffitis, c'était les années 80, ça fait 40 ans à peu près que le street art est né, a grandi, est revenu et s'est étoffé. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'aujourd'hui, le street art, c'est un truc qui recouvre tout et n'importe quoi. Avant, les impressionnistes, c'était une certaine technique, les fauves, c'était une certaine façon de peindre, ainsi de suite. Le street art, il n'y a ni façon, ni modèle, ni technique qui le définit en soi-même. C'est juste que tous ces gens-là font de la peinture de façon, ou de la peinture ou de l'art de façon illégale dans la rue. Oui. Après, il y a plusieurs courants quand même dans le street art, non? Il y en a plein. Mais en fait, du coup, tu peux effectivement définir et sous-définir et sous-sous-définir le street art. Mais en soi, le truc n'est pas... Oui, le street art en soi, c'est voilà, l'art n'est dans pas la un rue. courant de l'art Point. dans la rue. Ouais. D'où cette question intéressante, car c'est sans doute, je pense, l'un des seuls livres de street art où il n'y a quasiment pas d'image de street art à l'intérieur. Est-ce que genre tu le lis avec Google Images à côté pour voir de quoi il parle ou est-ce Non, que ça va? alors du coup, voilà, c'est vraiment, c'est plus en forme d'essai, ça fait 100 pages et c'est assez passionnant sur, en fait, pourquoi ce putain d'art, il est dans la rue. Ce qui est intéressant, c'est qu'il revient un peu sur l'historique de la naissance du street art dans les années 80, en fait. Créer des images, donc de la peinture ou de la photo, c'était déjà redevenu un truc super bourgeois, donc un truc qui vivait à travers les expositions de musées, les ventes d'œuvres, machin. Et en fait, l'art populaire, entre guillemets, on va dire, l'art qui pouvait être créé par... Enfin, il y avait la nouvelle forme de l'art, c'était plus de l'art un petit peu à la Duchamp, tu vois, donc du concept et de l'art contemporain. Après, on peut penser plein de choses sur l'art contemporain exposé dans les musées depuis 40 ans. Moi, j'en pense plein de choses négatives. Mais, Ça s'entendait un peu. mais grosso modo, il y a eu vraiment il y a un gros mouvement dans l'art contemporain qui est intéressant sur notre rapport à l'art et qu'est-ce que c'est que tous ces bourgeois qui pondent des concepts à la con, qui réussissent à placer dans des musées et à vendre très cher à la FIAC. Alors que, Il a fini par dire ce qui l'énervait, hein, bon. Alors que les mecs qui peignent et qui ont cette espèce de fusion et d'envie critique et ouf à sortir des images et les peindre ou les coller et machin, où est-ce qu'ils sont ces gars-là? Réponse, ils ont fini dans la rue. Littéralement, car ils ont fini par poser leur art dans la rue. Je sens ton côté punk, tu vois, ton côté anti-système là qui boue un petit peu. Alors moi, ce qui m'intéresse et ce qui est assez pertinent dans ce truc-là, c'est moins le côté punk que le côté en fait retrouver de l'art dans ta vie. En vrai, le truc, c'est que si toutes les œuvres d'art sont dans des musées, et ben salut en fait, ça veut dire que les gens normaux
les gens normaux, les classes populaires, toutes les classes en fait ont plus accès à l'art. Faut payer au musée, faut avoir un musée à côté de chez toi qui expose des trucs. Et du coup, tu n'as plus accès à l'art. Et de retrouver l'art dans la rue, ça te ramène à c'est ce qui fait la différence entre une démocratie et une dictature, c'est qu'en fait, tu as accès à l'art dans une démocratie, tu vois, dans une république. La dictature, c'est le seul endroit où l'art va être complètement une affaire d'État et où tu vas plus du tout en voir. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans son bouquin, il a un exemple assez rigolo en Corée du Nord. Donc évidemment, les gens ne peignent pas sur les murs car c'est fort dangereux pour leur propre survie. Mais du coup, ils rayent les vitres du métro pour poser des tags. Ok. Tu vois, donc du coup, en scred, ils sont là, ils rayent les vitres. Et du coup, c'est leur façon de poser une petite œuvre d'art quelque part. Attends, j'en profite pour raconter un tout petit truc trop drôle. Vas-y. Qui est que quand j'étais au Vietnam, j'ai rencontré un Autrichien qui vivait en Chine. Et Les histoires de Kalindi, c'est toujours la meilleure intro, putain. Quand j'étais au Vietnam, j'ai rencontré un Autrichien qui vivait en Chine. Chine. Et il me disait qu'en Chine, Peppa Pig, c'était hyper subversif. Et que c'était tellement subversif parce qu'en gros, un jour, je sais pas ce qui s'est passé dans la politique où il y a un type qui a été comparé à Peppa Pig, il a trop mal pris, du coup Peppa Pig a été banni de la Chine entière. Donc, Peppa Pig, c'est un dessin animé pour enfants britannique, je crois, avec Ouais. une petite cochonne, Tout à l'héroïne, fait. quoi. C'est Peppa Et Pig, ça explique voilà. des trucs aux enfants. Ça a un succès mondial, quoi. Et donc, en Chine, c'est tellement subversif, personne n'a le droit de parler de Peppa Pig, de montrer Peppa Pig, voilà, d'écouter un truc sur Peppa Pig, un podcast, n'importe quoi. Tu n'as pas le droit de le faire. Tant et si bien que les jeunes qui vont dans des soirées underground, eh ben, ils mettent des masques Peppa Pig, et il y en a même qui se font tatouer des trucs Peppa Pig. Et c'est devenu le symbole du truc le plus subversif du monde en Chine. C'est génial, non? J'adore cette Voilà, anecdote. c'était mon aparté. Très bonne Trop anecdote, bien. merci Kalindi. Ah, c'est drôle. Très bien. C'est drôle. Et du coup, pour avancer, finir un peu sur ce truc-là, moi je suis gros fan en fait de street art et d'ailleurs mon Instagram, avant tout à la base, c'était pour prendre des photos de trucs de street art avant de coller Monsieur Chaussette et des photos de Louise parce que ça fait du like. Et bah c'était pour ça. Et il y avait un truc que j'avais senti en faisant ces Instagram-là, mais que du coup j'ai pu vérifier en lisant ce très chouette livre. C'est le côté un peu je sais pas comment dire, géolocaliser un peu du cru, tu vois. Les artistes, les street artistes, naturellement ils peignent un peu plus sur les murs qui sont autour de chez eux. Et du coup, en fonction des différents quartiers de la ville de Paris, mais maintenant ça s'étend vachement au-delà de Paris et en banlieue, en fait tu vois les zones où les artistes ils ont tel ou tel type d'inspiration et comment ils s'inspirent entre eux, parce que sans doute du coup ils se voient, ils boivent des coups, ils se papotent, et du coup t'as une vraie vie de l'art en mouvement, en train d'être créé et modifié. Et des fois, tu as des collabs de street artistes. Alors là, c'est le top. Bon, bref. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction des différents arrondissements de la ville, tu vas avoir différents types d'art qui vont s'affronter, se mixer, se mélanger, se recouvrir et tout ça. Et que ça ramène l'art à sa vraie vocation populaire qui est regarder des choses belles dans la rue, que ça te fasse réfléchir ou sourire ou marrer, et voir comment ces choses entre elles se mélangent, et puis finalement se mélangent à ta vision et ta pensée de la vie. Donc pourquoi l'art est dans la rue ? C'est donc le titre du livre. Moi, ma réponse, c'est parce que tu as besoin pourquoi l'art est dans la rue ? Pour nous rendre vivants et je sais pas, après chacun a sa définition du truc, mais moi c'est vraiment ce concept de liberté, de pouvoir apprécier, découvrir, kiffer ou ne pas kiffer de l'art dans la rue. Pour moi, c'est un truc qui est viscéral dans ce que j'apprécie dans le street art et ce que j'apprécie dans l'art en général. Sauf que l'art en général, effectivement, vu qu'il n'est plus dans la rue, beaucoup moins de liberté à le voir. Ce qui donne tout l'intérêt à ce petit livre. Ouais. C'est qu'effectivement, il est dans la rue parce que c'est sa fucking place. Mais C'est trop bien. c'est hyper intéressant. Moi, mon mec Brice est hyper intéressé par tout ce qui est street art et il a plein de potes qui taguent et qui font des pièces dans la rue. Et en fait, c'est surtout aussi moi ce que je trouve trop cool, c'est que du coup, on a fait pas mal de voyages. On était à Berlin notamment, et à Berlin, il y a plein de crews de mecs, machin. Et même à Paris, en fait, il y a des artistes qui font plutôt du tag, en fait. Qui sont plutôt dans le truc de l'illégalité, du coup, qui vont taguer des trucs à des endroits les plus random du monde, et que c'est là que c'est un peu la performance de où est-ce que je vais pouvoir aller sur un train, sur un machin, sur un truc.
Et du coup, Brice me fait découvrir plein de choses, et notamment il m'avait montré une vidéo que j'essaierai de vous remettre dans les notes du podcast, qui est un crew, je crois que c'est en Grèce, mais bon, comme d'habitude, j'ai la moitié des infos, qui s'appelle, le crew c'est One Up, donc ça s'écrit 1 et Up, et ils ont fait une espèce de vidéo où ils sont tous dispatchés dans une ville, donc il me semble que c'est Athènes, et en fait, ils sont à plein d'endroits, il y en a qui sont sur des toits, il y en a qui sont sur des rails, il y en a qui sont un peu dans la rue, etc. Et en fait, c'est une vidéo au drone où ils sont tous je sais pas, timés pour commencer à taguer au même moment, et du coup il y a des one-up partout dans la ville et le drone va de crew en crew où tous les mecs ils sont en train de taguer en même temps le nom de c'est trop de leur stylé. crew. Et en fait à Paris j'ai un pote, il y a un pote de Brice qui tag régulièrement, et donc je vois son nom parfois, c'est vraiment des tags tout petits sur des trucs sur des poubelles ou sur des panneaux ou des machins, et je vois son nom, je suis là, ah t'étais là, ah t'étais là, ah t'étais là. Du coup c'est assez marrant. Et il y a un couple, je crois, qui s'appelle Ether et Utah, qui sont ultra connus. Je crois qu'ils sont, ils sont étrangers à la base. Ils sont pas du tout de France, mais je croise plein de leurs stickers dans les rues de Paris, et aussi parfois des trucs Ether et Utah en énorme. Et en fait, Brice m'a mis aussi ce filtre-là de voir qui fait quoi, qu'est-ce qui est écrit sur les tags, etc. Parce qu'en fait, c'est ultra intéressant de voir les noms qui reviennent souvent. Par exemple, je pense qu'il y a plein de gens, même si vous y connaissez rien en street art, vous voyez qui c'est Monsieur Chat, qui est la grosse tête jaune de chat qu'on voit partout, qui était un moment dans les fonds des vidéos de Norman fait des vidéos. Donc voilà. Et du coup, en fait, ce truc-là, tu le vois une première fois, une deuxième fois et tout. Et pareil, à Nantes, ça m'arrivait de voir, il y avait un mec qui s'appelait Quin, c'était K-I-N, et toute la ligne de tram, il y avait son truc avec le même bonhomme qui était dessiné et tout. Et du coup, c'est trop marrant aussi En effet, il y a ce truc de territoire, je pense aussi, de marquer le truc où t'es passé, où t'étais là, et de le montrer aux autres, quoi. Donc c'est hyper intéressant. De ouf. Voilà. En tout cas, on notera que Codex Urbanus fait presque partie de ce podcast Ça, de j'avoue. manière intégrale. Hâte qu'on l'invite. Oui, c'est clair. Tout à fait. J'avoue. Mais t'as une histoire un peu marrante parce que dedans il y a tout un passage qui est assez intéressant justement sur l'officialisation de certains street artistes. En fait, tu vois, quand t'es street artiste, tu crées de l'art. Au bout d'un moment, tu peux exposer dans bien des sûr. expos par-ci par-là. Moi, j'ai absolument aucun souci contre ça. Après, il y a des guerres un petit peu entre les street artistes sur ce Ah oui, truc-là, bah ça, un c'est peu genre hyper, qui est underground, qui ne l'est pas, machin. Et ce qui est intéressant, t'as une histoire gaulerie, c'est t'as Banksy, il avait vendu une de ses œuvres, Girl with the Balloon, Girl at Balloon. Donc c'est une petite fille avec un ballon rouge qui s'envole. Il a une version comme ça qui a été vendue, donc je sais plus, c'était il y a 2-3 mois à Sotheby's, pour $1 million. Et donc au moment où le marteau tape le truc, 1 million de pounds, 1 million de pounds c'est vendu. En fait, il y a quelqu'un qui, donc je sais pas qui, mais qui a activé un mécanisme qui était dans le tableau, et donc l'œuvre qui était dans le tableau s'est fait, déchiqueter en fait. Elle est descendue dans le cadre, et dans le dessous du cadre, il y avait un truc pour déchiqueter l'œuvre. Et donc elle a été à moitié déchiquetée avant quiconque ait pu l'arrêter et tout ça, quoi. Dommage. Et du coup, c'est assez intéressant, voilà la Après, c'est complexe ce truc pertinence parce de, que de- en fait, elle va valoir encore plus cher, tu vois. Maintenant que, en plus, elle est que à moitié Voilà. déchiquetée. Alors, je sais plus. Je crois que Banksy a fini par dire, est-ce que c'était Banksy, je sais plus. Banksy. Est-ce que c'était volontaire ou pas que ça s'arrête à la moitié de l'œuvre, ou est-ce que c'est juste le truc qui a fini par plus marcher? Mais bon, en fait, si c'est pour dénoncer le fait que les gens mettent 1 million de livres dans une œuvre d'un gars qu'on sait pas qui c'est et tout, bah en fait tu fais ça et à la fin elle en vaut 10 millions, tu vois, parce que maintenant c'est pas l'œuvre de Banksy, c'est l'œuvre de Banksy qui a été déchiquetée Mais ouais. devant les yeux du monde entier. Donc t'es là, si c'est une critique du marché mais que tu rentres dans le marché, enfin c'est compliqué. Bah après en soi c'est intéressant. Après tu peux pas tu peux pas juguler la façon dont le marché de l'art va fonctionner avec Oui, ou c'est sans sûr. toi ou machin, quoi. Après si effectivement Bah tu peux ne pas vendre tes œuvres, tu vois. Banksy, je sais pas Oui, comment tu ça marche peux. sa vie, mais tu peux juste ne pas vendre tes œuvres et ne pas jouer le jeu du marché. Mais après t'es artiste, faut bouffer, tu vois. Donc mais après tu vois c'est ça, c'est que si le mec met en place un truc qui va détruire son œuvre quand elle va être vendue, et que le marché de l'art est suffisamment malade pour se dire ah ça va démultiplier sa valeur, bon à un moment tu vois, en vrai toi t'as dit ton fin, t'as dit bon ben niquez-vous. je Ouais, vous prends la avez thune, décidé de nous merci. payer encore plus cher pour vous niquer. Bon, ouais, c'est Ouais. le problème. Il y a un moment, tout n'est pas dans les mains de l'artiste. Dans Et sauf qu'il savait l'interprétation très bien de que son ça allait œuvre. coûter plus cher une fois que ça aurait été fait. Donc bon, voilà. Ouais. C'est évident, il est pas débile, il connaît les codes du Ah. truc, tu vois.
C'est un mec qui fait ça depuis des années. Bien sûr, ouais. C'est le ponte de ça, donc. Non, mais ce que je veux dire, c'est il sait très bien ce qu'il fait, à mon avis. Mais oui, C'est mais tout. du coup, c'est ça aussi où je veux en venir. C'est intéressant de voir qu'en fait, un marché est tellement perdu qu'à la fin, ils disent ah bah il a fait ça, bah du coup, ça doit être encore plus ouf, on va le payer encore plus cher, alors qu'en vrai, il a défoncé son œuvre d'art. T'es là, genre, ok. Ouais, mais c'est bon, bah, d'autant ça a plus eu une le œuvre, marché. ok. Ouais, C'est de l'art sur de l'art, Ouais. donc c'est 2 fois. Après, l'art. voilà, trop c'est bien. ça. L'art au carré. Après, le truc peut tourner en boucle. Mon message versus qui est devenu, C'est ça. qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va. Ouais, La, c'est la, fou. la, 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 la. Merci chers amis de nous avoir écoutés, d'avoir écouté Laisse-moi kiffer jusqu'au bout. Ça nous a fait très plaisir d'être avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, à mettre des notes et des avis sur iTunes, car c'est la meilleure chose à faire si vous nous aimez bien. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur YouTube. On vous aime, envoyez-nous des messages et faites-vous des bisous entre vous. Et surtout, d'ici la prochaine fois, touchez-vous bien le kiff. Salut.